Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Mon invité du jour, c'est Asher de la chaîne YouTube Asher, qui s'appelle, dans ce vrai nom, Owen Simonin. C'est l'influenceur crypto numéro 1 sur YouTube en francophone. Il a 152 000 abonnés sur de la crypto. Il a 5 millions de vues. Il a 2 TEDx qui ont bien fonctionné. Il a lancé environ 7 boîtes, dont une a fait 2,5 millions de chiffre d'affaires la première année. Et tout ça à seulement 22 ans. Donc dans cet épisode, on ne va pas parler de crypto, on ne va pas donner les derniers conseils de Owen sur quelle crypto acheter ou quelle crypto vendre ou pourquoi est-ce que le Bitcoin c'est bien ou c'est pas bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été dit. Je pense que cette conversation, elle est bouclée. Évidemment que Owen pense que les cryptos c'est intéressant et que le Bitcoin c'est bien. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur sa chaîne. Ce qui m'a intéressé, c'était plus son business qui est derrière. Comment est-ce que lui, il gagne son argent? Comment est-ce qu'il a construit son audience? Sa stratégie de contenu, le trading, les dangers du trading, la psychologie du trader, son processus de travail pour gérer autant de projets différents en parallèle, comment est-ce qu'il construit cet empire pierre par pierre. On a même parlé de l'utilité ou non de l'école de commerce par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, de comment il a découvert la crypto, de comment il s'est formé, de comment est-ce qu'il a identifié que ça allait être une grosse opportunité en se positionnant avec un peu d'avance, de comment est-ce qu'il a galéré dans les premiers temps pour vraiment pouvoir décoller avant d'être rattrapé par la vague énorme du marché de la crypto où il était au bon endroit, au bon moment pour vraiment faire un carton. Avant de vous laisser avec ma conversation avec Owen, j'ai toujours quelque chose qui reste quand même assez nouveau, qui est le Mix du lundi, qui est une newsletter que j'envoie désormais chaque lundi avec 3 petites analyses marketing du même style que je ferai habituellement sur mes vidéos YouTube, mais là sur des sujets qui sont plus courts à traiter, donc qui ne font pas l'objet d'une vidéo YouTube complète. Généralement, c'est une newsletter qui prend environ 5 minutes à lire, qui est envoyée une fois par semaine le lundi. Si ça vous intéresse d'avoir ce type de petites analyses marketing chaque lundi dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, en vous rendant sur marketingmania.fr/mix, M-I-X. Et bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner en un clic à n'importe quel moment, sans aucun engagement. C'est marketingmania.fr/mix. Et sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Asher. J'ai vu que ta chaîne avait quelques grosses vidéos sur le crash financier, etc. Tu t'es remis un peu à parler de tout ça pour surfer sur la vague ou c'était juste un truc dont tu as toujours parlé et qui tombe bien? Alors, faut quand même être capable de le dire. Il y a une grosse demande pour ce genre d'informations et j'ai des choses à dire sur le sujet. Donc, rien que ça justifie du contenu. Après, c'est vrai que j'ai été surpris quand même de voir l'audience qu'il y avait. Je me rendais pas compte. Donc, c'est un petit peu l'audience qui m'a surprise. Alors que j'étais pas venu la chercher dans un premier temps, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin en fonction des questions. Sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, Instagram, quand je vois le retour de la communauté et le nombre de personnes qui m'ont envoyé des questions paniquées sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi on peut s'attendre, c'est là que je me suis dit que je devais intervenir, quoi. Est-ce que c'est bizarre pour toi d'être la personne vers qui les gens se tournent dans cette situation ou est-ce que pour toi c'est naturel que les gens se tournent vers toi en particulier? Alors, c'est naturel qu'on vienne me poser des questions, pas autant et pas avec autant de précision. Surtout qu'il y a des personnes bien plus qualifiées que moi qui viennent me chercher sur leur domaine. Et ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant et c'est le premier truc que j'ai dit dans l'une de ces 2 vidéos, justement, que j'ai sorti un petit peu à chaud quand il y a eu ce crash. C'est qu'il y a des personnes qui sont des traders professionnels, donc qui sont à des années-lumière de mon niveau, qui venaient vers moi et qui me demandaient ma position. Alors, c'est pas pour avoir mon avis uniquement, parce que je pense que ce sont des gens qui consultent tout leur réseau pour avoir, on va dire, un petit extract de l'avis de chacun pour pouvoir faire leur propre position. Mais c'est effrayant de voir des gens de leur calibre, que je consulte moi souvent, venir vers moi et me poser 3 questions en mode sur ton marché à toi, sur les crypto-monnaies, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'a surpris? Et qu'est-ce que tu ferais si on arrive là? Et c'est là que je me rends compte que c'est effrayant parce que quand ces gens-là viennent aussi loin chercher de l'information, c'est que leur réseau ne communique plus, c'est qu'ils entendent des infos opposées entre le matin et le soir et qu'ils savent plus comment se positionner, ils doivent un peu changer leur stratégie et ça m'a effrayé, ouais. Parce que du coup, c'est un signal que ils sont perdus à un point où ils savent plus vers qui se tourner. C'est un signal de confusion. Ça veut dire que même eux, ils ont beaucoup de bruit. Alors certains m'expliquent qu'ils ont l'habitude, il y en a certains qui ont déjà vu des crashs, aussi virulent, je ne sais pas, mais qui avaient l'habitude de voir des mouvements financiers comme ça. Avoir ce genre de personnes qui viennent me consulter et quand je leur demande, je l'ai vu, mon simple WhatsApp avec mon simple réseau, les 2 plus gros clients que je connais,
qui ont l'habitude d'investir sur les crypto-monnaies, par exemple, il y en a un qui était totalement, c'est la fin du monde, il faut sortir, tout va s'effondrer, on sort maintenant. Et l'autre, il faut rentrer maintenant, une opportunité de fou, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe, il faut acheter. Quand les deux plus gros profils de mon réseau me disent ça à 2 heures d'intervalle, moi je m'assois et j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de penser non plus, quoi. Ouais. Donc c'était surtout des réflexes de protection. J'expliquais aux gens qu'il fallait rester agile. Je leur expliquais qu'il fallait être capable de se protéger. Et le truc qui était très dur, c'est que je donne 2 conseils opposés à 2 profils différents. Le débutant qui a perdu trop d'argent, qui sait plus quoi faire, qui est paniqué, lui, il doit limiter la casse, on arrête. Ça devient trop compliqué, le trading, c'est un métier, sors. Quitte à faire de la perte, arrête et limite la casse maintenant. Et l'autre, le trader qui attend ça depuis 1 an et demi, qui était dans la bonne position et qui attendait le moment de voir une bonne opportunité, lui, il est capable de prendre du risque maintenant. Donc, il n'y a pas la même réponse, il n'y a pas de réponse universelle à cette situation et ça, c'est un peu dur. J'ai une théorie et tu me diras ce que tu en penses qui s'appelle, j'appelle ça la loi d'expansion du gourou. C'est-à-dire que toute personne qui crée du contenu sur Internet, les gens vont commencer à lui poser des questions sur des domaines qui sont proches mais annexes et essentiellement l'attirer dans les trucs qui sont annexes de plus en plus jusqu'au final, tu deviens une espèce de gourou universel qui doit répondre à tout. Et moi, le moment où ça m'a frappé, c'est parce que quand j'ai commencé ma carrière, avant d'être dans le marketing, j'étais dans la séduction. En fait, dans la séduction, c'était un truc genre... voilà, les sites de rencontres, comment développer ta timidité. Tu vois, j'étais jeune, je faisais des trucs pour les jeunes pour développer leur timidité. Et j'avais des gens de 55 ans qui étaient en mode mon couple va mal, ma femme va bientôt me quitter, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais les gens savaient que j'étais un gars de 22 ans qui faisait des conseils sur comment aller dans des bars et tout. Mais les gens venaient vers moi pour des conseils où j'étais même pas, tu vois, dans l'univers, dans la galaxie d'être qualifié pour un truc comme ça, tu vois. Et pareil en marketing, tu vois. Tout d'un coup, en marketing, les gens viennent me demander des conseils de productivité. À aucun moment, j'ai dit que j'étais un expert en productivité, tu vois, mais les gens vont venir me les demander. Et petit à petit, comme ça, tu as des gens dans les domaines annexes. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, parce que je sais que, du coup, pas mal de gens te demandent des conseils sur la bourse et les actions qu'il faut acheter. Au départ, c'est pas toi ce que tu faisais. Clairement pas. D'ailleurs, la finance crypto, oui, parce que je suis arrivé dedans. Mais la finance, comme j'en suis aujourd'hui, 1 action sur 2 concerne le marché en général et pas simplement la crypto-monnaie. J'ai pas eu le choix. On m'a mis un coup de pied dans le dos et on m'a dit tu te débrouilles, tu dois savoir ça parce qu'on va te poser la question. Et même si tu réponds ça m'intéresse pas, c'est pas mon monde, on dit on s'en fout, on va te poser la question devant plein de monde en plus. Alors tu travailles et tu finis par toi-même étendre tes compétences parce que les gens étendent leurs questions, donc c'est à toi de t'adapter. Je pense que tu l'as bien vu, hein, tu peux pas changer 5000 personnes, mais tu peux te changer toi sur tes compétences. Donc j'ai travaillé ce domaine-là. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie proximité entre la finance crypto et la finance traditionnelle sur le fonctionnement, sur comment ça tourne derrière, indirectement, même si les valeurs sont différentes et les fondements aussi. Globalement, un marché financier reste un marché financier. Et pour finir, je suis totalement d'accord avec ta théorie et je pense même que quand quelqu'un est à l'aise avec ta façon d'expliquer, quel que soit le domaine, hein, quand une personne aime ta façon de communiquer, parce que je pense que tu l'as bien vu, le marketing, c'est quand même une façon de toucher les gens, une façon de s'adresser à eux. Et en réalité, les gens qui sont pas bien, à qui tu trouves des solutions, quel que soit le domaine, ils se disent que peut-être tu auras également, même si tu n'as pas les bons mots, tu auras le bon discours pour les toucher et leur faire comprendre ton point de vue. Et donc, quel que soit le domaine, et même si demain ça concerne un problème plus personnel ou un stock de papier toilette à la maison, tu auras peut-être la solution. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à toi, je pense, non ? Et je pense que c'est un concept qui va te plaire parce que j'ai regardé une des conférences TEDx que tu avais faites, mais en fait, que la confiance est plus rare que l'expertise. C'est-à-dire que tu peux toujours trouver des gens qui sont experts sur un sujet, mais le problème, c'est pas de trouver une personne qui est expert sur l'investissement, sur la productivité, c'est de trouver une personne à qui tu fais confiance. Et c'est souvent plus facile de trouver une personne à qui tu fais déjà confiance sur un sujet et de lui demander de te parler d'autres sujets, plutôt que d'aller chercher un expert et essayer de trouver, de démêler le vrai du faux et à qui tu peux faire confiance. Je suis totalement d'accord. Clairement, rien de plus à rajouter là. Je suis d'accord avec ça. Et la confiance, c'est d'ailleurs la technologie même dans laquelle je me suis mis. Hein. La blockchain, c'est la confiance, c'est ce qui m'a intéressé au départ. Et je viens même de comprendre certaines choses. Vers ce que tu viens de dire, ça justifie justement la théorie d'avant et ça justifie le fait que les gens veulent ton avis à toi. Très clairement, je pense que tu as totalement raison. Donc j'ai mentionné à l'instant un des TEDx que tu avais fait. Qui s'appelait le rebond de la confiance, si je me souviens bien. Oui. Et dans ce TEDx, tu parles des différents business que tu as montés, tu parles des différents projets que tu as fait, on va dire, la vente d'armures sur World of Warcraft, tu parles de vendre des vagins en plastique au lycée, et tu lis tout ça avec le fait de l'importance de la confiance dans tous ces business pour plus tard
comprendre l'importance de la crypto-monnaie. Et une question que je me pose par rapport à ton parcours en particulier, c'est est-ce que tu penses que tu es tombé dans les cryptos par opportunisme, plus ou moins? Et pas dans un sens négatif, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le truc qui marchait et tu t'es lancé dedans. Et si tu étais arrivé 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, tu aurais aussi bien pu te lancer dans autre chose. Ou est-ce que tu penses que tu avais une attraction fondamentale là-dessus? Et vraiment sans négativité de ma part, parce que je considère aussi, tu vois, que je suis arrivé dans le marketing par une forme de ça fonctionnait, j'avais une demande là-dessus, et donc je suis arrivé là-dessus et je me suis spécialisé. Mais je me suis dit, je peux imaginer un univers alternatif où je ferais un e-commerce de vente de, je sais pas, un truc, tu vois, de trucs liés au gaming, je sais pas quoi, tu vois, un truc qui a rien à voir, mais je peux assez bien voir comment je me serais spécialisé dans autre chose, et je peux assez bien voir comment j'aurais pu être un gars qui se fascine pour la finance, par exemple. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un truc où t'aurais pu, et je me demande si, toi, comment t'y penses, parce que t'es vraiment aujourd'hui, sur YouTube, sur la crypto, t'es la plus grosse chaîne? La plus grosse chaîne française, oui. Ouais, française. Le numéro 1 mondial à 300 000 abonnés, c'est Datadash. Ok. Et moi, je dois être à 160 000, un peu moins 150 000 sur la France. Ah. Donc la France, le gap est pas énorme. Ouais, parce que j'ai commencé assez tôt, en fait. Il n'y avait pas d'influenceurs. Tous les gros qui m'ont dépassé, ils sont arrivés par la suite, mais sur un business, on va dire, English speaking. Donc ça s'est répandu beaucoup plus vite. Et moi, pour le coup, c'est vraiment capé aux francophones, quoi. Peut-être qu'il y a un côté où même ton pseudo, il est associé à ça. Je me demande ce que tu en penses. Tout à fait. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis certain qu'il y a de l'opportunisme. Parce que je pense que on doit toujours partir d'une opportunité. On doit se rendre compte que quelque chose fonctionne. Et c'est idiot de s'efforcer dans un truc qui ne fonctionne pas. Si on sent que ça peut fonctionner après, oui, évidemment. Oula, je m'excuse. Je n'avais pas tout adapté. Pardon. En fait, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, tu devais rester à l'écoute de ce qu'il y a autour de toi. Parce que tout vient toujours d'une demande. Si ce que tu fournis ne satisfait pas quelqu'un ou quelque chose, ça fonctionne pas. Mais pour la première fois, et en fait pas vraiment, c'était aussi quelque chose qui fonctionnait à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui me satisfaisait moi. Parce qu'on était dans de l'argent numérique, donc j'étais proche de mon monde du jeu vidéo. Donc oui, c'est une opportunisme, ça j'en suis certain, parce que j'ai attendu, je me suis intéressé à cette technologie, j'avais le sentiment que ça allait marcher, et le marché a explosé à ce moment-là. À partir du moment où c'est le marché qui m'a porté et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est une opportunité que j'ai saisie, ça c'est clair, donc il y a de l'opportunisme. Après, je me suis toujours intéressé à plein de choses. C'est une opportunité que j'ai saisie parce qu'avant, j'en ai raté 50 et que j'ai essayé d'en avoir plein d'autres et j'ai jamais réussi. Jusqu'au jour où j'ai eu le sentiment que, ok, j'aime les jeux vidéo, j'aime la finance, j'aime l'argent, j'aime ce qui est numérique, j'aime ce qui va vite, j'aime la technologie. Et là, je tombe sur la crypto-monnaie. Donc, le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ça, c'est que la première ligne où j'ai compris comment fonctionnait le Bitcoin, j'ai plus jamais raccroché. Jamais. Et je suis certain que j'aurais lu ça 2 ans après, je me serais intéressé à ça 2 ans après, tout simplement. Donc c'est vraiment... j'aurais pu tomber dedans plus tôt, j'aurais pu tomber dedans après, mais en plus de l'opportunité, il y avait vraiment quelque chose qui me correspondait fondamentalement, j'en suis certain, parce que j'en dormais plus. J'ai commencé à... faut me passer l'expression, mais j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mes résultats scolaires. À peu près 2 mois après être tombé dans le Bitcoin, j'étais déjà plus en cours, quoi. Est-ce que tu passais ton temps à lire des white papers toute la journée? Alors, à l'époque, même pas, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de white paper à lire, que ce soit clair. Je passais mon temps à essayer de comprendre comment fonctionnait le Bitcoin. C'était très modeste au départ. Mais assez rapidement, ouais, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais comprendre, à essayer de le traduire en français, parce qu'il n'y avait pas de contenu en français, il n'y avait rien du tout. Et ensuite, à l'expliquer à d'autres personnes et à essayer de le transmettre et de créer du contenu dans la langue française, quoi. Il n'y avait vraiment rien du tout. Tu as commencé à créer du contenu directement? J'ai commencé à en créer, je dirais, 4 ou 5 mois après. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'anxiété à ce niveau-là, de dire est-ce que je suis vraiment un expert, est-ce que je suis vraiment qualifié pour en parler? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu te lancer aussi rapidement sur un domaine qui, pour le coup, est assez complexe? Tu peux facilement te dire, je vais dire une connerie. Et contrairement à des domaines, tu vois, si tu fais des cours en méditation et que tu n'es pas expert, qui va aller te dire que tu as tort? Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Là, tu peux dire une connerie et les gens vont dire, regarde, il a dit ça et c'était faux. Tu vois. 2 raisons. La première, j'avais toujours essayé de percer sur YouTube. C'était ma 3e chaîne YouTube. T'avais fait quoi comme projet précédemment? J'ai pas envie d'en parler. Du gaming. Non, du gaming, j'avais créé Minecraft. un serveur Minecraft, c'est exactement ça. On avait créé Minecraft versus Wild, qui est un serveur Minecraft toujours en vie, après 8 ans. J'en suis plutôt fier. Mais du coup, une communauté, et je faisais des news pour ma communauté, et j'ai vu l'importance de la vidéo et de la façon de communiquer.
Et en gros, on m'a toujours dit, hein, je me suis rendu compte que j'étais moyen plus, donc je pouvais bosser comme un fou dans n'importe quel domaine, je serais l'élève entre 12 et 14. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me rate, je serais vers 10-12. Quand je travaille comme un malade, je serais vers 14. Mais le 18, il n'a pas été fait pour moi. Je suis pas un humain qui a été programmé pour réussir sur un domaine. Par contre, j'étais à peu près moyen partout. Et quand je travaillais, je pouvais être moyen plus. Donc, j'ai essayé de prendre la parole et de m'exprimer sur tellement plein de sujets, en fait. Et j'étais curieux naturellement et je me suis dit, parler, c'est quelque chose qui me plaît bien. Le contact avec l'autre, être confronté, avoir mes idées, pouvoir évoluer. Et donc, j'ai besoin de m'exprimer. C'est vraiment un besoin que j'ai et qu'on me recadre ou au contraire qu'on accepte mon discours pour pouvoir avancer. Et j'ai toujours aimé YouTube à cause de ça. Et puis, petit à petit, c'était devenu évident. Dès que j'avais un sujet, je voulais m'exprimer. Et ensuite, j'étais seul. Quand j'ai commencé dans la blockchain, 2015, dès qu'on voulait parler crypto-monnaie, il n'y avait pas grand monde. Je faisais des conférences, il y avait 4-5 personnes qui venaient me voir. Il y en a un ou deux, c'était pour me dire que je me trompais. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment de solitude et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de connexion, de s'exprimer, d'échanger avec les gens, de se confronter. Sinon, je me sens vraiment pas bien et je pense que j'ai commencé YouTube parce qu'il fallait que j'en parle. J'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or, un truc qui allait changer le monde et j'étais tout seul devant, personne ne voulait rentrer, quoi. J'étais un peu mal à l'aise et YouTube m'a non seulement concilié avec mes habitudes d'oration que j'avais et de ma volonté de m'exprimer et d'échanger avec des gens, et ça m'a permis d'être en contact avec le peu de gens qui avaient envie d'écouter ce que j'avais à dire, en fait. Du coup, je suis en train de checker ton Social Blade et effectivement, ça a pris assez longtemps pour cette chaîne d'arriver à son point d'inflexion, en fait. Terrible, c'était terrible. Pendant 1 an et demi, j'étais seul. Je crois qu'au bout d'1 an et demi, on était 115 abonnés. Ouais. C'était triste. Et tu publiais des vidéos quoi, régulièrement, tu continuais à l'alimenter. Au départ, oui, 3, 4 par mois. J'ai essayé d'en faire une par semaine. Et faire une vidéo, avoir 60 vues, 2 commentaires, c'est dur. C'est dur parce que ça prenait un temps fou. Ça a écrasé déjà mes études en amont. Et c'est devenu très, très compliqué. C'est uniquement au bout d'une petite année, quand j'ai été toucher peut-être les 3-4 000 abonnés, que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Et encore une fois, parce que les crypto-monnaies avaient pris de la valeur, parce que le marché s'était levé et l'opportunité était là. C'est pas ma chaîne YouTube qui a intéressé 20 000 personnes d'un coup. C'est que je suis arrivé et que j'ai commencé à créer du contenu sur la crypto-monnaie, on va dire 1 an et demi, 2 ans avant la première explosion. Et elle est là, l'opportunité, en fait. Le marché est arrivé après moi, en quelque sorte. L'intérêt de Monsieur Tout-le-Monde. Et j'avais déjà créé du contenu, j'avais créé des tutoriels débutants, et j'avais l'impression d'avoir mis en place des tuyaux d'information. Et un jour, je suis arrivé un matin et il y avait de l'eau partout. C'est exactement ça. Et pendant presque 1 an, c'était un petit peu triste. Mais bon, j'étais tellement tombé dans l'obsession de cette technologie, j'avais vraiment l'impression que j'avais trouvé quelque chose qui allait changer le monde. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais personne ne le croyait. Du moins pendant les 12 premiers mois, quoi. Donc c'est vraiment sur l'année 2017. Mais c'est intéressant parce que quasiment tout le monde, en fait, a un point d'inflexion. À un moment ou à un autre, sur l'année 2017, tu passes. Bon, moi, mes stats commencent en février 2017, c'est à peu près 3 000 abonnés. Et tu termines l'année avec 37 000. Et puis après, tu vas continuer à gagner bien 20 000 abonnés par mois sur le début 2018. Donc, tu as vraiment un point d'inflexion qui est assez clair. Et effectivement, au départ, la chaîne avançait trop lentement pour que Social Blade l'ait vraiment référencé. Mais ça t'a pris quand même un petit moment. Et je me pose ensuite la question qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais c'est plus sur le business que tu as derrière. Parce que tu mentionnes toujours différentes choses. Il y a la chaîne YouTube, évidemment, qui est visible. J'ai la sensation que dessus, tu as des vidéos qui sont plus ou moins sponsorisées, on en parlera, notamment ce que tu as fait récemment sur Viro One. Tu mentionnes que tu fais de l'accompagnement marketing pour des projets crypto en France. Tout à fait. Et tu as Just Mining, dont on parlera aussi. Donc, c'est différents trucs. Je voudrais poser un petit peu le décor de tout ça. Est-ce que tu te considères aujourd'hui principalement comme un YouTuber? Et comment est-ce que tout ça s'équilibre en termes de temps et de revenus? Je suis un entrepreneur, très clairement. Alors, il y a plein de questions qui sont un peu particulières. Je te prends un exemple, celui du revenu. En revenu sec, en revenu liquide sur mes comptes personnels, YouTube, c'est le plus gros apport. D'un point de vue valorisation, les parts que j'ai dans mes entreprises, c'est inimaginable par rapport au salaire que je me verse, en fait. Donc, il y a des doubles réponses des fois sur certaines questions. Donc, Donc, parlons par exemple du cash. YouTube, aujourd'hui, c'est principalement quoi? C'est de l'AdSense?
Ou c'est autre Pas du chose? tout, pas du tout. Les Ouais, gros mois que je fais me rapportent 450 euros de pub. Et la en réalité, AdSense. Ok. c'est que je mets de la publicité sur mes vidéos uniquement pour que YouTube me mette en avant. YouTube met en avant les créateurs qui lui rapportent de l'argent. Si j'avais pas de vidéos sponsorisées, YouTube essayerait d'enterrer mes vidéos au lieu de les faire remonter dans l'algorithme. Et mon but à moi, c'est de faire des vues, donc je laisse des publicités. Mais c'est ridicule. Là, on est sur un vrai truc ridicule. Pour la masse de travail, entre 3 et 500 euros de pub par mois, et c'est comme ça maintenant, hein, mais c'était bien inférieur avant. L'année dernière, j'étais en moyenne à 200 euros par mois de pub. Donc c'est vraiment négligeable, hein. On est sur quelque chose de non significatif. En tout cas sur ma chaîne. Donc, on a laissé de côté AdSense, la pub, c'est assez négligeable. Il nous reste les vidéos sponsorisées, il nous reste l'affiliation. Dis-moi un peu quel est le numéro un, on peut prendre dans cet ordre-là. Les vidéos sponsorisées, l'affiliation, ça va vraiment dépendre des périodes. En période de bull run où tout le monde se jette sur les crypto-monnaies, ouais, là j'ai pas mal de bases. Sur l'affiliation, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais c'est des périodes plus creuses, hein. Ça dépend vraiment de l'intérêt des gens. L'affiliation, enfin, les contenus sponsorisés, c'est ce qui rapporte le plus, mais c'est particulier parce que c'est pas tout le temps ce qui me rapporte le plus à moi. C'est-à-dire que j'ai une société marketing qui gère la mise en avant de projets et leur marketing en général, mais un projet crypto-monnaie peut venir me voir pour être listé sur un exchange. Une crypto-monnaie peut venir me voir et me dire ouais, on a besoin d'expliquer, on voudrait une vidéo mais privée, qui n'est pas en ligne, puisqu'on veut expliquer à nos investisseurs français qu'est-ce qu'on fait et pourquoi notre solution est miraculeuse. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plein de projets qui ont une super startup, une super blockchain, mais il faut aller l'expliquer à un investisseur traditionnel à quel point la blockchain va, changer le monde, pourquoi leur solution est intelligente. C'est quand même des gens qui créent des solutions à des problèmes sur mesure. Expliquer ça à un investisseur qui a l'habitude d'investir dans des boîtes, dans des boulangeries, c'est pas évident. Il faut être capable de trouver le discours. Donc ils viennent des fois me voir pour ça. Ils viennent me voir pour de la publicité. Au début, c'était que sur ma chaîne. Mais maintenant, je travaille pour environ une dizaine d'influenceurs. Que ce soit des influenceurs du monde traditionnel ou que ce soit des influenceurs spé crypto-monnaie, voire même spé crypto-monnaie à l'international, des Anglais, enfin des Américains principalement. Et ensuite, les relations presse, c'est-à-dire qu'on travaille avec les médias et qu'on est capable d'accompagner le référencement d'un site en français, aux États-Unis, dans les médias crypto ou dans les médias traditionnels. Et je me suis rendu compte petit à petit que les gens venaient me voir avec pas forcément l'envie de faire une vidéo sur ma chaîne. Ils peuvent venir avec plein d'autres besoins, marketing principalement, et je vais les accompagner sur ces points-là. Dans ce cas, comment ça fonctionne? C'est toi qui t'en occupes personnellement? Tu as une équipe, tu as une agence? Alors, j'ai une agence marketing qui fait ça. J'ai une équipe, une petite équipe derrière au niveau marketing. Je fais beaucoup ça moi-même en réalité parce que c'est principalement de mon réseau. Quand je vais les connecter à un exchange, je vais les remettre entre les mains de l'un de mes agents qui, lui, a l'habitude de bosser avec les exchanges. Quand ça va être pour du média, je vais le connecter à mes partenaires qui sont au capital des plus gros médias et qui vont pouvoir faire une répartition intelligente. Donc, on est quelques-uns quand même derrière à bosser. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une opération avec un client, c'est moi qui vais gérer cette opération. Après, je vais déléguer aux autres cœurs de métier, mais c'est moi qui vais suivre le client. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel, ouais, parce que c'est ce qui, en gros, m'a également aidé pour mes entreprises, le réseau que j'ai créé pour mes clients. Parce que dès que quelqu'un vient me voir et veut être mis en avant, ben, tu dois le savoir, c'est quelque chose de délicat. On va présenter quelque chose de sponsorisé à la communauté, mais ça doit rester intéressant pour eux. Et on a le droit de le présenter, on a le droit de gagner de l'argent en présentant un projet, mais ça doit être intéressant pour la communauté. C'est eux qu'on doit enrichir intellectuellement. On ne doit pas le faire pour l'argent. Donc c'était un peu compliqué dans le sens où les gens me disent « Ouais, mais c'est pas agnostique, tu présentes un truc sponsorisé. » C'est pas comme ça que ça marche. Je m'intéresse à un projet, j'ai un coup de cœur pour lui, je le trouve incroyable, je contacte le projet et je lui propose du marketing en échange d'un budget. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et c'est un truc de dingue parce qu'il y avait un moment où je recevais plus de 100 demandes de sponsoring par semaine. Une centaine d'entreprises. Pendant le bull run, j'étais à peu près à 400-500 boîtes par mois. Et je pouvais en présenter une à deux sur ma chaîne. Donc on était dans de l'analyse où on enlève 50% des projets à cause du budget. Dans les projets qui restent, on analyse les plus intéressants, il y en a 5 ou 6. Quand on contacte les 5 ou 6 projets, il y en a qu'un ou deux qui correspondent à nos valeurs et avec qui on a envie de bosser. C'était une sélection énorme en fait. Le 90% de mon temps, c'est sélectionner de quoi je vais parler à ma communauté. Parce que la moindre erreur, que ce soit pour le client qui n'a pas de transformation et qui m'en veut, ou pour ma communauté qui me dit qu'est-ce que tu nous as présenté là, enfin, il n'y a pas d'intérêt, tu nous apprends rien, tu nous aides pas, tu t'es juste pris un chèque. Là, bah, tu le sais très bien, c'est la fameuse délicatesse de pouvoir faire du contenu sponsorisé en bonne et due forme, qui satisfait aussi bien la communauté que la personne qu'on a mis en avant, quoi. Donc ça, c'était un peu particulier, ça a été le juste milieu complexe à trouver sur ma chaîne. Donc, à côté de ça, tu as
Just Mining, la boîte qui vend du hardware et tout ce qui est sur le mining. Explique un petit peu ce que c'est parce que... Pas de souci. Juste pour contextualiser par rapport au reste. Tu as trois solutions pour investir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Soit tu en achètes et tu les gardes en espérant que ça prenne de la valeur. Soit tu achètes un morceau d'une entreprise qui exerce dans ce field, en fait, dans ce domaine. Donc, tu rentres au capital d'une boîte qui est dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Ça, c'était l'option 2. Et l'option numéro 3, c'est tu vas acheter des ordinateurs ou des logiciels. Tu as dit hardware, mais il y a aussi software, qui vont sécuriser la blockchain. Parce que je rappelle que la blockchain, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intermédiaire, hein, c'est que des particuliers. Et du coup, quand moi, je t'envoie 1000 euros, c'est ma banque qui envoie 1000 euros à ta banque. Mais quand moi, je t'envoie un Bitcoin, c'est un être humain au hasard sur la planète qui va faire un calcul pour sécuriser notre transaction. Eh bien, il faut des êtres humains comme ça, il faut un petit peu comme Uber a besoin d'avoir des drivers et des conducteurs, eh bien la blockchain a besoin d'avoir ce que l'on appelle des mineurs, des masternodes, des nœuds de réseau qui vont faire ce travail de sécurisation à la place de la banque en quelque sorte. Et Just Mining propose ces solutions. Et évidemment, pourquoi tu laisserais ton ordinateur tourner chez toi toute la journée et consommer de l'électricité pour sécuriser les transactions des autres? Eh bien, parce que l'ordinateur récupère une commission sur tout ce qu'il sécurise. Et si ton ordinateur, quand il consomme 2 euros d'électricité, il te rapporte 5 euros de Bitcoin, tu l'as compris, c'est rentable de le laisser tourner. Eh bien, Just Mining, c'est ça qu'on fait. On propose toutes les solutions pour sécuriser des blockchains qui peuvent rapporter des intérêts en crypto-monnaie. Donc, c'est une boîte assez naturelle pour toi de lancer par rapport à ton niveau d'influence sur le milieu. Mais tous les gens ne vont pas avoir autant d'activités en parallèle. C'est un élément qui est intéressant. C'est-à-dire tu as cette boîte-là, quand tu parlais de l'importance des parcs dans les boîtes, tu parlais principalement de Just Mining ou c'est pas uniquement cette boîte-là qui va vraiment? On a vraiment beaucoup de structures aujourd'hui. Just Mining est l'une des grosses structures, mais on a 7 boîtes. Okay. Et on en a quelques-unes qui commencent à prendre de la valeur non négligeable aussi. Okay. Just Mining est l'une des 3 plus grosses. Ouais. Des 3 plus grosses, ok. À quel moment est-ce que tu l'as lancé? Tu étais où dans ta chaîne YouTube au moment où tu as lancé Just Mining? Ah mais c'est très simple, hein. J'ai fait un ordinateur pour expliquer aux gens comment fonctionnait le minage de crypto-monnaies et est-ce que c'était rentable. Je fais une vidéo, je le partage à mon énorme communauté de 2325 personnes en me disant ça y est, là je touche quelque chose. Et puis les gens me répondent c'est super, c'est très très bien, c'est rentable. Par contre, impossible de faire tout ce que tu as fait toi. Moi j'avais travaillé comme un fou, j'avais demandé de l'aide à mon frère qui lui était dans l'informatique et en 3 semaines de boulot, j'avais fait un ordinateur à 500 euros qui marchait. Les gens m'ont dit c'est hors de portée. Pour gagner 1,50 € de plus-value par jour, il faut bosser des mois. Et c'est dommage qu'une entreprise ne fasse pas une machine qu'on reçoive à la maison, on la branche à Internet, on la branche à l'électricité, on appuie sur Start et puis elle te fait un virement à la fin du mois. Et là, quand j'ai lu ce commentaire, je sais plus c'est qui d'ailleurs, mais c'est un de mes abonnés, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit mais réveille-toi, fais-le. Ça n'existait pas à l'époque? Ah, pas du tout. Pour dire à quel point ça n'existait pas, on voulait mettre 6 cartes graphiques dans un ordinateur, parce que plus il y a de cartes, plus c'est performant pour miner de l'Ether. Bref, ça c'est un peu particulier. Alors on cherchait un boîtier pour mettre 6 cartes graphiques dans un ordinateur. Ça n'existait pas. On a dû aller les faire imprimer dans une usine au Luxembourg, parce que c'était pas disponible. Les seuls qu'il y avait, il fallait bidouiller un peu le boîtier, c'était en Chine, et on était sur 2 mois de livraison. Alors qu'aujourd'hui, on tape boîtier fermé pour mining rig, et on en trouve 25 de différentes marques. LDLC en ont fait, enfin à l'époque, il y avait vraiment rien du tout. Et donc, tu as 2300 abonnés. Comment est-ce que tu te lances? J'ai vu quelque part que tu avais fait un espèce de système de pré-vente. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du lancement ou de comment le truc démarre? Parce que je suppose que c'est pas un truc que tu peux non plus lancer avec 100 €. Il faut acheter du stock, il faut développer la techno, il faut avoir des prototypes qui fonctionnent. Donc, parle-moi un peu de comment ça s'est monté, comment ça s'est financé et comment ça a marché au départ. Alors, je suis en cours à l'EDEC. EDEC qui coûte très cher à mes parents et mes parents me disent te rate pas parce que nous on pourra pas le faire 2 fois. Voilà, ça c'est l'environnement de pression. À côté de ça, moi je dors vraiment plus parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'achète des bitcoins maintenant parce que le truc va exploser. Hein. Le bitcoin à l'époque il est à 300 €, 350 €. Ouais, je devais être entre 2 et 4 000 abonnés, un truc comme ça. Je fais cette première vidéo et les gens me disent que c'est intéressant. Et là ça commence à me bouffer le cerveau. Ça marche plus du tout. Il n'y a plus rien qui va, je vais plus en cours. Enfin, là je commence vraiment à mettre certaines choses de côté. Et ce qui fait que je commence à préparer certains ordinateurs en me disant que je pourrais les vendre un jour. J'en parle à mon frère qui lui est ingénieur en informatique, il sortait d'Epitech, il avait monté sa première boîte qui est aujourd'hui l'une des sociétés dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon let's go, il faut que je trouve de l'argent, je vais faire le tour des banques et je vais leur demander de l'aide. Je vais à l'incubateur de l'EDEC, mais les mecs me demandaient 2 mois pour lancer le truc.
2 mois, c'était impossible. Dans ma tête, ça devait partir tout de suite, mais ça, c'était avant de découvrir la réalité de l'entreprise. Je vais voir les banques et j'ai à peu près, j'essuie une dizaine de banques qui me disent non, t'as pas fini ta barbe, tu as 19 ans, tu sais pas de quoi tu parles, reste chez toi, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, en gros. Un peu triste, je retourne sur YouTube et j'explique aux gens, j'ai voulu me lancer, mais je peux pas avoir de compte en banque, du coup, je peux pas avoir un truc entrepreneur. Il y en a un qui me dit, tu t'en fous d'avoir un compte en banque, quand tu auras levé 100 000 euros, tu verras, tout le monde voudra de toi. J'ai des étoiles dans les yeux à nouveau, c'est parti, crowdfunding, Kickstarter, Indiegogo, toutes les plateformes de crowdfunding qui me disent non, une après l'autre, hein, tout simplement. Hein. Kickstarter non, trop financier, KissKissBankBank, ah non, crypto-monnaie, c'est argent, c'est drogue, bref. Je comprends, hein, vu l'époque, on est quand même en 2016-2017, donc ça va pas du tout. Et je décide du coup d'aller sur Indiegogo qui me dit oui, je lance mes préventes, jackpot, je fais une vidéo, on prend 30 000 euros la première journée, c'est le début de quelque chose d'incroyable. Et Indiegogo rembourse tous les clients en disant qu'après réévaluation, mon dossier ne méritait pas d'être financé sur leur plateforme. Là, premier gros coup dur. Parce que réussir à lever 30 000 euros sur une journée, c'était incroyable. Hein. Mon frère, à l'époque, avait raté 2 campagnes de financement. Donc lui, il avait la valeur de ce que c'était de réussir à lever 30 000 euros de prévente une première journée. Très, très dur. Là, vraiment dur, coup dans le ventre. Et mon frère m'appelle en mode « Mais on va pas s'arrêter là. On va pas laisser tomber. Quitte à tricher, on va faire ça et on va faire ça bien. » On utilise donc un module de donation PayPal qui permet aux gens de faire des dons. On le connecte à mon compte courant personnel et on fait une vidéo sur YouTube en disant « On vous jure que si vous payez, on vous livrera. » On fait un site internet suffisamment sale pour qu'aujourd'hui, j'ai honte de dire qu'il y a des gens qui aient mis leur carte bleue dessus. Moi, je l'aurais pas fait, vraiment. J'aurais pas eu confiance en moi. Donc, merci à tous ces gens qui ont été bien au-delà des critères de confiance que moi, j'aurais imposés. Et on a décidé de refaire un lancement et on a levé 75 000 euros sur mon compte courant, sans personne morale, sans rien du tout, en 7 jours. Et là, il fallait vite qu'on trouve une banque et qu'on trouve un moyen de créer une société. Évidemment, avec 75 000 euros, j'appelle un collègue entrepreneur de mon père qui a dit « Mais attendez, je vais trouver des solutions à vos problèmes. Avoir une bonne idée, c'est une chose. Lever 75 000 balles la première semaine, c'en est une autre. » Et là, d'un coup, dans la journée, j'avais un coup de pouce d'un super entrepreneur qui s'appelle Michel Onfray et qui est dans la région en Moselle et qui est un super entrepreneur du coin et qui nous a trouvé des avocats, des comptables et une banque. Et en parallèle de ça, nous, on s'est débrouillé pour vite rapatrier l'argent, acheter les composants, et il fallait qu'on se concentre sur ce qu'on savait faire, c'est-à-dire produire les machines, livrer en temps et en heure, et pas décevoir ces gens qui avaient fait un truc extraordinaire en payant un jeune homme qu'ils ne connaissaient pas sur une simple vidéo et en faisant un don PayPal où j'étais même pas obligé de rembourser. En vrai, je disparaissais, c'était pareil. Hein. Donc, c'est ces gens-là qui m'ont donné leur confiance et il fallait maintenant que je l'assume et que je sois capable de venir à bout de ce que j'avais prévu, quoi, tout simplement. Et les 75 000 euros, c'était... Quel pourcentage venait de tes abonnés directement? C'était que des abonnés ou tu as eu un effet de viralité? 100%. C'est quand même un ratio qui est assez élevé. Après, j'imagine que quand tu as 3000 abonnés sur les cryptos, on est en quoi? En 2015, 2016? C'est ça. C'est des hardcore. Là, on devait être un tout petit peu après. C'est des durs. Je devais plutôt être 6 ou 7 000 abonnés au moment où j'ai lancé la boîte. Et j'avais déjà eu un gros coup de push qui, je pense, m'a aidé. C'est que j'avais totalement... Enfin, j'étais inconscient, hein. Je savais même pas que l'autorité des marchés financiers existait, mais j'avais dit, quand je devais avoir 2000 abonnés, j'avais dit aux gens, vendez votre maison, vendez votre voiture, vendez les fringues de votre fille. Enfin, j'avais dit un truc terrible, hein. Achetez du Bitcoin et de l'Ether maintenant. C'est maintenant, pas demain, pas tout à l'heure. Sortez votre carte bleue et faites-le vite. Et 2 mois après, et absolument pas grâce à moi, c'est l'opportunité dont je te parlais, est toujours la même, l'Ether a fait x50. Donc là, c'était plus des abonnés que j'avais à ce moment-là, c'était des gens qui étaient fous. Il y en avait un il y a des gens qui m'ont acheté des voitures, hein, il y en a un qui a voulu m'acheter un appartement, là c'est devenu complètement n'importe quoi. J'avais sur mes 2500, 3000 abonnés, j'en avais une centaine qui avaient dû prendre plusieurs centaines de milliers d'euros, vraiment. Donc c'était déjà plus pareil. J'avais montré à ces gens-là qui en gros ont suivi bêtement, parce que c'était bête, hein, ma parole n'était pas intelligente à l'époque, ou du moins elle était inconsciente au niveau des risques, et les gens m'avaient suivi, ils avaient gagné de l'argent. Du coup, quand j'ai fait une deuxième chose en disant les gens, je vais faire une machine qui va vous faire gagner de l'argent, j'avais eu déjà quelques coups de main, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant d'argent sur si peu d'abonnés, c'est parce que c'est des gens qui avaient déjà gagné en amont. Du coup, c'est intéressant. Combien de clients est-ce que tu avais pour lever les 75 000 euros? J'ai vraiment peur de te dire une bêtise. Je dirais... À la louche. Je dirais une petite cinquantaine.
Ok. Un petit nombre de personnes quasiment fanatiques. Ça va être ça. Alors, en fait, là où je dis peut-être une bêtise, c'est que j'ai compté ça parce que je vendais des machines à 1500, 1800 euros, quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'en avais vendu une cinquantaine. Mais en réalité, je pense qu'il devait y avoir au moins 500 ou 600 personnes qui avaient dû investir sur les petits contrats logiciels que j'avais mis qui permettaient de mettre 10, 20, 50 euros. Donc oui, 50 personnes ont fait le gros de la prévente, mais il y avait bien 5 ou 600 personnes qui avaient été intéressées et qui avaient mis un petit billet. Mais pas de la même façon que celui qui est arrivé, qui a fait un don de 1800 euros sur une promesse d'un youtubeur qui lui dit « T'inquiète pas, j'ai pas de micro, mais je te livrerai. » Ça, c'était compliqué. Aujourd'hui, le temps que tu passes à faire des vidéos versus le temps que tu passes à faire de l'accompagnement marketing versus le temps que tu passes à être boss de tes différentes boîtes, les 7 boîtes dont tu as parlé, tu le verrais comment en termes de pourcentage? Alors, de mon point de vue, c'est un 100% sur tout, parce que le tout se complémente. Mes gros clients de Just Mining ont fini par bosser en marketing avec moi ou alors je les ai connectés à d'autres. J'ai vraiment un métier, j'en ai pas 25. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je me lève le matin, je fais le même job. Que ce soit YouTube, que ce soit mes boîtes, j'entreprends. Après, la réalité, c'est que créer de la vidéo, ça doit être 5% de mon temps. Accompagner le marketing des entreprises, 10%, à tout casser. Le bon 85%, le truc qui me fait me réveiller la nuit et qui m'empêche vraiment de dormir quand j'ai des vrais coups de pression, c'est mes entreprises, les deadlines et l'environnement financier. YouTube, c'est vraiment la partie plaisir du truc, quoi. Même si Ok. tout est un plaisir, Mais évidemment. qui reste indispensable. Ah non, clairement. Puis les gens me disent, tu bosses trop, tu bosses trop. La réalité, c'est que oui, mais la réalité, c'est que j'ai jamais bossé un seul jour de ma vie. Je m'amuse. Je suis vraiment dans un jeu vidéo. Et en plus, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être performant, compétent et d'avoir mon mot à dire, quoi. Donc c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment le transmettre, mais c'est... Enfin, je me lève le matin et c'est reparti. Je vais jouer. Et c'est ça qui est un petit peu C'est dur à quoi du coup ton expliquer. rythme de travail quand les gens disent tu bosses trop? Ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de rythme parce que je fais que ça. Première chose que je fais en ouvrant les yeux, c'est bosser, c'est lire mes mails ou répondre à mes clients, mon Instagram, mes réseaux, quelque chose comme ça. Donc au bas mot, je suis quelqu'un qui se lève assez tard. Je suis encore dans la phase où du mal à être opérationnel et à travailler avant 8h30. Tendu. Alors évidemment, tu vas à Paris, tu as des rendez-vous, tu te lèves à 5h, c'est des choses qui arrivent. Mais je suis pas quelqu'un qui se lève tous les jours à 5h pour commencer à bosser. Par contre, ma journée se termine très rarement avant 22-23h. Et en général, quand c'est une semaine et que j'y vais du lundi au vendredi au bureau, globalement, je termine entre 1h et 2h du matin. Et je commence ma journée plutôt vers 10h et je la termine entre 2 et 3h du matin. Je rentre chez moi, je vais dormir mes 6 heures, je me réveille, je commence par gérer mon petit YouTube, mes petites notifications, j'arrive au boulot et je recommence. Et puis après, généralement, je bosse les week-ends. J'essaye de me garder une matinée par semaine pour dormir. Et sinon, samedi après-midi et dimanche, c'est des périodes de 24 heures comme les autres, faut bosser, quoi. Tu penses que tu es toujours comme ça ou c'est une idée de... Il y a un effet de levier maintenant et il faut le faire maintenant et ça changera plus tard ou est-ce que dans ta tête, ce sera toujours comme ça? Non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ça profite vraiment. Aujourd'hui, ça marche. J'ai eu une opportunité, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance. Maintenant, soit tu as eu une opportunité, tu as pris un peu d'argent et tu le racontes à tout le monde, tu fais ton mariole, soit tu te tais, tu travailles très très dur et peut-être qu'un jour tu te lèveras et tu te rendras compte que tu l'as mérité et que tu as su la négocier, cette opportunité. Donc je pense qu'il y a ce sentiment-là. Et ensuite, laisse-moi 24 heures dans une pièce fermée en me disant tu peux rien faire d'autre que t'amuser. Je vais dessiner un business plan, je vais avoir une idée, je vais essayer de voir comment on peut le vendre, est-ce qu'on peut développer, recruter des gens, ce sera rentable, ça va durer. Je suis comme ça. Donc à quoi bon essayer de me cacher puisque la réalité c'est que quand j'ai rien à faire et qu'on me dit amuse-toi, je vais trouver d'une manière ou d'une autre d'aller dans de la productivité, de la création de processus d'entreprise, une idée. C'est moi, je sais pas, c'est un peu bizarre, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Il y a des gens qui trouvent ça très étrange et qui me trouvent vraiment un petit peu trop virulent là-dessus. Mais waouh, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que je me sens à ma place quand je fais ça, c'est fou. Suivant cette fameuse loi d'expansion du gourou, dernièrement, tu as parlé un peu de trading sur ta chaîne, de comment prendre les décisions. À ce sujet-là, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est, tu parlais de l'importance dans le trading de te préengager essentiellement sur des décisions. Du fait que la décision ne doit pas être prise quand tu rentres dans une position sur le moment de si tu dois partir ou pas, mais qu'à l'avance, tu veux décider de si tu veux, de à quel prix est-ce que tu vas vendre, à quel moment est-ce que tu vas sortir une partie de tes jetons, à quel moment si ça descend trop, est-ce que ça sera trop perdu pour pas prendre les décisions dans l'émotion, ce que je trouvais une notion intéressante et assez généralisable. Donc, je voulais juste voir, premièrement, si tu penses que tu veux réexpliquer ça un peu mieux que je viens de le faire, si tu penses que c'est nécessaire, et ensuite,
Est-ce que toi, tu vois ce truc-là dans différentes parties de ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as des idées ou quand tu lances une boîte, ou quand tu prends une décision, ou quand tu prends un projet, est-ce que tu te mets aussi des paramètres en te disant, je vais préférer les décisions selon l'arbre possible des possibilités qui peuvent se dérouler, de manière à ne pas avoir à prendre cette décision au pied du mur à un moment donné où je ne suis pas sûr que mentalement, émotionnellement, j'aurai la clarté d'esprit nécessaire pour prendre la bonne décision? Alors, tout à fait, ça marche pour à peu près tout, hein. Dès qu'il y a une décision importante à prendre, il faut être capable de mettre les biais cognitifs et ses sentiments de côté, que ce soit personnel, mais également tout ce que tu peux avoir sur le moment, la peur, quand tu as perdu de l'argent, t'es pas bien, donc reprendre une décision, c'est encore probablement t'enfoncer. Donc oui, je le fais un peu partout dans la vie, si ce n'est que ce fameux arbre des décisions, tu peux pas l'anticiper avant. Ouais, malheureusement, tu découvres des branches un peu tard et puis elles viennent te frapper le visage et là, tu dois prendre une décision. Donc, il faut mettre un maximum de cas en amont. Il faut prendre des pré-décisions, il faut les réfléchir intelligemment. D'ailleurs, les plus gros entrepreneurs que je connaisse, c'est pas des gars qui ont dit « Ouais, lui, il a fini par vendre sa boîte 50 millions d'euros. » Non, c'est un grand entrepreneur quand tu lui parles et qui te dit « Voilà, moi j'ai créé en 2002 avec l'objectif de vendre en 2010 et j'ai vendu en 2009 12% de moins que ce que je pensais vendre. » Ah ouais, toi, ton arbuste, il était bien développé et tu l'as bien vu en amont quand même. Parce que moi, j'essaye de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Lui, il était là à se dire, je vendrai dans 9 ans et demi. C'est ceux-là qui sont les meilleurs, ceux qui prennent les décisions à froid, qui agissent de façon mathématique, en mode, il se passe ça, je fais ça. Les gens réagissent comme ça, je ferai ça. Point. Pas de sentiment, pas d'énervement, pas de... Et ça, c'est un truc généraliste. Encore une fois, j'évite de donner des conseils trop précis parce que je suis pas compétent là-dessus. Par contre, après avoir appelé une dizaine de professionnels du trading, ça, c'est une notion qui s'appliquait à tous, qu'un débutant peut comprendre et qui est vrai pour un professionnel. Et j'en parlais justement à une entreprise qui travaille dans le sentiment du trader et ils se rendent compte que, mine de rien, on dit que 90% des gens qui tradent perdent de l'argent. Pourtant, quand tu prends une position en trading, soit ça monte, soit ça descend. Donc, d'un point de vue mathématique, il n'y a que 50% des gens qui devraient perdre, même sur du hasard. Tu prends une position, tu as une chance sur deux, même si tu es complètement idiot et que tu as fait ça au hasard, de gagner ou de perdre. Pourquoi 90% des gens sont perdants? Eh bien, la différence entre le hasard total et les gens qui perdent, c'est que les gens, ils prennent une décision et au lieu de s'y tenir, ils changent d'avis et ils revendent et ils re-rentrent et ils rachètent et ils revendent et ils prennent des frais. Ils comprennent pas les frais parce que c'est pas des professionnels, ils comprennent pas ce qu'ils payent en frais. Du coup, ils reprennent des positions, ils perdent de l'argent, ils ont peur, du coup, ils rachètent. Ils ont fait une bêtise, ils revendent. C'est ça, c'est cette confusion dans les sentiments qui fait qu'il y a autant de gens qui perdent dans le trading. Parce que d'un point de vue purement hasardeux, on serait sur une chance sur deux. Ce qui fait qu'autant de personnes perdent, c'est parce que les gens ne se tiennent pas à leur première position, ils découvrent, et je ne sais pas si tu as vu cette fameuse courbe qui, quand elle monte, ils disent « Oh, j'aurais dû acheter ». Ça continue à monter, ils disent « Oh, j'aurais dû acheter, vraiment. Hein. Oh, ça fait 3 fois que je le dis, j'achète maintenant. » Là, ça descend en mode « Oh, j'aurais pas dû, je revends tout de suite. » Ça remonte en mode « Bon, je vais racheter. J'aurais pas dû revendre. » Ça remonte. Et on voit sur la courbe, en fait, le débutant qui a un coup de retard sur la situation actuelle et qui change tellement d'avis qu'en réalité, il a rien fait, quoi. On lui a demandé c'est plus ou moins et tout ce qu'il nous a dit, c'est l'inverse, toutes les 2 minutes pendant 10 minutes, quoi. Et c'est ça qui fait que les débutants perdent de l'argent. Et c'est vraiment la pire chose, et je m'en rends compte aussi parce que c'est ce qui m'a fait perdre le plus sur mes propres positions, et malgré que je sois au courant de cette fameuse règle de cascade d'engagement, malgré que je commence à étudier et à comprendre on va dire les prises de décision en chaîne, le fait que quand on est un mauvais mood, il ne faut pas reprendre de position, aujourd'hui, quand je fais une position et que je perds quelques milliers d'euros sur une prise de décision, tout de suite après, j'ai envie de me refaire, j'ai envie d'augmenter les volumes, et c'est humain, et c'est des sentiments que je connais, et pourtant, mon cerveau... il m'envoie dedans parce que c'est le gros défi du trader, se désindexer de tout ça. Toi, du coup, tu es actif en trading à la fois sur les crypto-monnaies, à la fois sur de la bourse ou principalement crypto? Alors, je suis partout, principalement crypto-monnaie, mais j'ai un petit peu parce que pour moi, il faut diversifier ses actifs. C'est-à-dire que le plus important pour avoir une maison qui tient debout, c'est d'avoir des fondations solides. Même si toi, tu adores faire des murs et tu sais bien les faire, il te faut un sol, quoi qu'il arrive. Donc, je fais un petit peu partout. Globalement, je suis plus dans l'entrepreneuriat, donc mes fonds, je vais les investir dans des entreprises qui peuvent se développer et dans lesquelles je suis compétent pour voir si l'entreprise a du potentiel ou non, parce que ça, c'est mon domaine. Un petit peu moins en bourse, mais j'aime bien investir sur des entreprises qui ont du potentiel très long terme. Et en réalité, je ne fais pas de trading. En réalité, j'essaye plus de faire du trading en tant que bon père de famille, c'est-à-dire que je sais analyser un projet, je sais regarder son fondamental, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il va servir à quelque chose, et je sais dire, lui, je le vois bien être utile, alors je vais en acheter et je vais conserver ça 5 ans. Pour essayer de sortir de la logique du trader, j'achète cette semaine, je vais vendre la semaine prochaine, ça c'est du court terme, c'est un métier le trading, c'est pas mon job.
Je le fais par des fois. C'est vrai que quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais regarder les courbes et je vais passer une petite demi-heure dessus pour voir si c'est le bon moment de rentrer ou si ça peut être un peu mieux dans 2 ou 3 jours. Mais le trading va me servir à valider ou à invalider mon moment d'acheter. Mais je ne suis pas là pour acheter et pour vendre, j'ai pas la compétence, tout simplement, et j'estime que c'est une bêtise, puisque sur mes 100 derniers trades, globalement, j'en fais plus de perdants que de gagnants. En tout cas, les 100 derniers trades que j'ai pris en tant que trader. Là où je gagne de l'argent, c'est sur les 100 dernières crypto-monnaies que j'ai achetées après analyse complète du projet, en me disant voilà, ils vont annoncer ça, ils vont faire ça. Je pense qu'à l'horizon de 12 mois, cette entreprise aura pris de la valeur. Ça, c'est des positions où je gagne plus souvent que ce que je perds. Et aussi parce que j'ai des insights, j'ai des informations dans mon réseau, je sais que lui va rejoindre telle équipe, je suis en avance de phase par les informations que j'ai, et donc j'achète. Et je me rends compte que la plupart des positions de trader en mode la courbe a croisé tel truc, donc normalement demain ça va descendre, la plupart du temps je perds, alors que quand j'investis parce que j'ai confiance au projet, en l'entrepreneur et en l'équipe, eh bien là je gagne. Donc ce que je fais, c'est plutôt de l'achat et de la conservation long terme que du aujourd'hui oui, mais demain non, mais aujourd'hui oui. J'évite ces prises de décision cycliques de trader, quoi. Plus largement, je suis toujours surpris par le nombre de personnes qui sont à fond dans le trading. Je me demande toujours, mais sur combien d'argent ils jouent ces gens? Parce qu'il y a un peu un sens où la quantité d'efforts et d'énergie et de news que tu dois consommer pour faire du trading et pour surperformer de 5% par an est démesurée. Et si ton truc de base, c'est tu trades sur 50 000 euros, pourquoi est-ce que tout cet effort, il serait pas mieux investi sur, je sais pas, même simplement faire du freelance, tu vois? T'es designer freelance, à côté, tu mets la même énergie, sans stress, sans risque, et tu fais la même chose. En termes de plus-value. Ça paraît facile. Ouais. Et ça demande pas, on a l'impression que ça demande pas de compétences. On a l'impression, voilà, en fait, il est là le piège. On a l'impression que ça demande pas de compétences. On a l'impression que ça demande pas d'informations, alors que les traders qui gagnent sont des traders informés, à jour, qui dorment pas, en fait. Et qui suivent une technique méthodique qu'ils appliquent depuis des années et qui perfectionnent. C'est comme les crypto-monnaies. Les gens me disent pourquoi il y a autant d'arnaques dans les crypto-monnaies. Pourtant, il y a autant de scams, de sites qui disent ouais, doublez vos bitcoins en 2 minutes. Parce qu'il y a un biais cognitif déjà. Dans la tête des gens, le bitcoin, c'est pas de l'argent. Et donc, doubler votre argent en 2 minutes, personne ne va dans le piège. Les gens sont pas idiots. Doublez vos bitcoins en 2 minutes. Mais le bitcoin, c'est possible. J'ai entendu des gens qui sont devenus riches grâce au bitcoin. Et donc, ils tombent dans le panneau. C'est ça. C'est juste un nouvel environnement très complexe. Du coup, on peut perdre un petit peu les gens et même des gens assez intelligents, pas que des idiots. On peut faire tomber des gens malins dans notre piège parce que c'est compliqué. Et ensuite, je connais des gens intelligents, de confiance, qui ont gagné beaucoup grâce à la crypto-monnaie. Ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas gagné par hasard. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont trouvé un site qui fait x2. Ils ont gagné parce qu'ils ont travaillé dans cet environnement-là avant qu'il se développe. Et donc, on a un débutant qui arrive, qui a 2 certitudes. 1, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Je connais des gens sérieux qui l'ont fait. Et 2, oh là là, c'est facile. Regarde cette technique de trading qui me permet de gagner 12% par jour sans rien faire. Et les gens tombent dans le panneau. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'arnaques dans les cryptos. Parce que les débutants, ils arrivent, ils savent que c'est possible. Et comme j'aime bien le dire, l'argent rapide existe, mais toujours pas l'argent facile. Quelqu'un qui fait x2 dans la journée, c'est quelqu'un qui a risqué de tout perdre dans la journée. Enfin, de diviser par 2 sa mise dans la journée. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça qu'autant de gens vont vers le trading, parce que ça paraît facile. C'est comme le tennis. Il faut 1 heure pour comprendre les règles et être capable de taper dans la balle, mais il faut une vie d'entraînement pour aller faire Roland-Garros. Eh bien, les gens, ils pensent que le trading, c'est pareil. En 1 heure, oh là là, je sais regarder 2 courbes et quand elles se croisent, j'appuie sur acheter. Ouais, mais non. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Et du coup, les gens, ils vont au plus simple, au plus accessible. Et mine de rien, c'est souvent les gens qui en ont le moins à perdre qui vont vers ce genre de méthode-là. Donc, c'est vraiment l'illusion de pas du tout comprendre la complexité du truc et le fait qu'on peut te raconter n'importe quelle histoire. C'est-à-dire, on peut te dire... En fait, c'est intéressant parce que plus le domaine est compliqué, plus tu peux créer une histoire qui a l'air convaincante parce que plus tu as de données possibles. Totalement. Genre, combien de personnes te disent qu'ils ont le portfolio parfait qui a été backtesté sur tous les trucs parfaits et donc ça marche à tous les coups et du coup, tout le monde a le portfolio parfait qui a été backtesté. Et un truc où moi, je regarde ça et je me dis, je saurais pas comment expliquer pourquoi, tu vois. Je pense que c'est un niveau de statistiques qui dépasse pas mal ce que je suis capable de faire. Mais moi, du coup, la conclusion souvent que j'en tire, c'est que, en gros, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de se casser la tête trop avec ça. Parce que le niveau d'énergie que tu aurais à faire pour peut-être comprendre ce qu'il faut faire et comprendre ce qui se passe et surperformer et démesurer, en fait, par rapport à ce que ce niveau d'énergie pourrait faire autre part. Et que les seules personnes qui auraient intérêt à vraiment
se casser la tête là-dessus et vraiment comprendre comment ça se passe et vraiment ne pas dormir pour faire ça, c'est les gens qui ont un effet de levier, c'est les gens qui ont un hedge fund ou qui ont levé de l'argent, ou qui ont de l'argent de quelqu'un d'autre, qui jouent sur des millions. Et donc, du coup, leurs 5%, leurs 10%, leurs 15% ont un effet de levier énorme et que jouer sur tes fonds propres, l'effort n'en vaut pas la chandelle. Et même en mettant de côté le risque, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que je sais que toi, tu n'as pas l'air de le déconseiller aux gens. Peut-être que tu as une perspective différente de la mienne et peut-être que ma perspective est trop informée par la théorie des marchés efficients et par le côté de la bourse et par l'idée que derrière, il y a des mecs à Wall Street avec des algorithmes de dingo et si tu crois que tu vas être meilleur que ces mecs-là, tu as fumé quelque chose. Et peut-être que sur les cryptos, c'est différent. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, à la fois sur la bourse, mais uniquement sur les cryptos si tu préfères? Alors, les cryptos, ça va déjà très vite. Donc moi, ce que je déconseille assez strictement, c'est les effets de levier sur les crypto-monnaies. Pour moi, venir trader les cryptos, pourquoi les gens ils s'intéressent au trading de crypto-monnaies et pas au trading traditionnel? C'est parce que le Bitcoin peut prendre 8% dans la journée. Alors que généralement, hors période de confinement particulière, tu m'as compris, on voit rarement Peugeot faire du 10% à la hausse ou 10% à la baisse tous les jours. C'est ça qui intéresse les gens dans la crypto. Moi, ce que je déconseille aux débutants, c'est ceux qui arrivent, qui comprennent rien et qui se disent « Oh, je vais mettre un effet de levier x20 pour que le Bitcoin aille encore plus vite ». Alors pour moi, c'est ceux qui rentrent dans un manège pour la première fois de leur vie, le manège va à fond et ils se disent « Oh, on va aller 10 fois plus vite ». Non, c'est du suicide, complètement. Ça, c'est le premier truc que je déconseille vraiment. Ensuite, la particularité du monde de la crypto-monnaie, c'est qu'on est confronté au trading quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui tu veux acheter du Bitcoin, simplement en acheter. Indirectement, les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies, tu vas te retrouver à arriver au marché, tu vas pouvoir acheter, vendre, faire des ordres marché, faire des ordres limites. Et donc, ne serait-ce que pour comprendre comment en acheter facilement, tu vas te retrouver à lire un formulaire sur comment acheter du Bitcoin au marché comme un trader. Et du coup, à la fin, tu fais, mais c'est pas si dur que ça, en fait, d'acheter des bitcoins. Je vais regarder, c'est quoi, là, un ordre limite? Allez, hop, je vais regarder comment ça fonctionne. Donc, tu vois, c'est comme t'as pas envie d'être youtubeur, mais t'es obligé d'utiliser Skype avec un micro professionnel et un casque professionnel, et t'es obligé de faire des enregistrements. Au bout d'un an, tu dis, mais je sais faire des vidéos de qualité, j'ai fait ça toute l'année. Allez, c'est parti, je passe de l'autre côté. Donc, c'est la première étape qui est très, très proche du trading. Et ce qui fait que très rapidement, les gens se disent, non mais attendez, moi le MACD, j'ai déjà vu ça. Je vais regarder ces deux courbes et quand elles vont se croiser, je vais devenir riche et je vais acheter une Porsche. Non, malheureusement non. Mais c'est comme ça en fait que les gens y viennent. Et donc je suis d'accord, mais on ne peut pas les effrayer dans le sens où ça fait vraiment partie du milieu. Tu peux pas être dans les crypto-monnaies sans t'intéresser et comprendre le trading. Je parle pas de trader, je parle de comprendre un mec qui va te parler des volumes de la journée, comprendre ce que c'est le halving day, le fait qu'il va y avoir une diminution des nouvelles crypto-monnaies sur le marché, etc., etc. Donc c'est un peu comme dire, n'allez pas faire ça, mais comprenez comment ça marche. Elle est là, la frontière très très fine qui fait qu'il y a autant de gens qui se jettent là-dedans. Et puis mine de rien, sur un simple pile ou face, on peut gagner. Comme je t'ai dit, sur un 50-50, on peut gagner. Donc celui qui arrive, qui commence, qui met 100 €, et la première journée, il gagne 200, il se frotte le menton, il fait « mais pourquoi je vais bosser quoi ?» Et voilà, l'illusion. Après, les plateformes ont aussi des incentives de t'inciter à trader le plus possible parce que c'est là où ils se font des coms. Et tu vois ça aussi, c'est assez drôle sur les plateformes, même sur la bourse normale. Hein. Tu veux acheter un ETF et le garder pendant 10 ans. Tu as des courbes partout et te font, vas-y, regarde, tu peux checker ça. Tiens, tu cliques là, mais non, attention, tu n'as pas les informations de marché secrètes que je te vends en plus et les commissions, etc. Et tu envoies des news tous les putains de jours, comme quoi les news de la journée, mon gars, il faut trader. Et c'est assez logique dans le sens où tu dis, quel intérêt pour eux d'avoir un Manos qui vient et qui a oublié pendant 3 ans qu'il avait acheté des trucs et qu'il ne le trade pas. Ils se sont fait une commission de 5 balles une fois, alors que tu trades tous les jours, c'est 5 balles par jour. Clairement. Non, c'est vrai. Et du coup, tu as aussi ce métier, parce que comme dans tous les domaines humains et capitalistiques, tu vas en tirer la personne pour qu'elle génère du flux sur le domaine où tu gagnes de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est assez dur et c'est un des points moraux que j'ai. C'est drôle parce que j'ai un papa qui est très travail, mathématiques, résultats, performance, et une maman... Le plus important, c'est d'être heureux, les êtres humains, la connexion, l'échange, le plaisir, tu vois. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, je me retrouve à faut être performant, mais faut être gentil. Faut être un requin, mais on mange que des plantes. Tu vois l'idée ou pas? Et c'est un petit peu dur. Et c'est pour ça que des fois, j'ai pas honte de le dire parce que en France, le rapport à l'argent est un peu particulier. Et moi, je le dis aux gens, j'ai mes entreprises, j'ai ma chaîne YouTube, je dois gagner de l'argent, je dois performer. On a une 50aine de personnes à temps plein maintenant dans les boîtes, donc on doit payer les salaires à la fin du mois.
Par contre, on veut faire ça avec nos valeurs. On n'est pas là pour tuer nos clients. Et moi, ce que je veux, c'est un client qui soit content de me dire je vais te donner du pain tous les mois jusqu'à la fin de tes jours, plutôt qu'un client à qui j'ai pris un gros chèque une fois, je l'ai déçu, il ne reviendra pas. Et c'est comme ça qu'on essaye de s'inscrire. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que c'était ça avec la blockchain, car pour la première fois, on est tombé sur une technologie où le plus rentable, même d'un point de vue purement égoïste et capitalistique, le plus rentable pour moi, je suis certain que c'est prendre soin des autres. Parce que ceux qui me rapportent le plus d'argent aujourd'hui, c'est des gens qui au début j'aurais pu les envoyer dans le panneau pour prendre 20% de marge en plus, mais je les ai envoyés au bon endroit, quitte à gagner un peu moins, mais c'est des gens qui quand ils ont compris le move que je leur avais fait m'ont dit waouh, je me serais trompé sans toi, je l'aurais pris cette pancarte. Et en plus, tu as gagné moins d'argent et je l'ai compris par la suite. Tu as gagné moins d'argent en m'orientant comme ça. Merci. Maintenant, je veux faire ça et je vais passer par toi. Même si tu es 3% plus cher, je vais passer par toi parce que je suis à l'aise, j'ai confiance. Et dès qu'on a eu cette confiance, dès qu'on a prouvé aux gens que je veux gagner de l'argent, mais je veux surtout être bien en me couchant le soir et en me disant j'ai fait ça avec mes valeurs du mieux que je peux, parce qu'on peut quand même faire des erreurs, on reste humain, eh bien quand on a la confiance avec les gens, ça marche mieux, ça marche fort et ça marche plus longtemps. Et quand j'ai des clients qui me disent tu sais, je sais combien tu as gagné lors de cette position grâce à moi et je suis très content que tu aies pris ton argent. Eh bien là on raccroche, on est content et on peut recommencer parce qu'on a fait quelque chose de durable en fait. Je pense. Voilà, c'est un peu délicat, c'est des trucs très très compliqués que j'essaye de te partager, c'est des sentiments que j'ai, mais on peut faire de l'argent en faisant ça bien, en étant responsable, sans manquer de respect à son client, auditeur, abonné, contact, réseau, proche, fournisseur. Je ne sais pas quel mot mettre derrière, mais on peut faire ça bien et le gagnant-gagnant, il existe. On n'est pas toujours obligé de se dire qu'il y a un perdant et un gagnant. C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Sur un sujet qui est différent, juste avant de terminer, on me pose pas mal la question sur les écoles de commerce. Et dans quelle mesure est-ce qu'aller dans une école de commerce t'a aidé? Et du coup, je m'intéressais à cette question. Je sais que toi, tu avais eu l'occasion de retourner à l'EDEC pour faire des cours. J'ai lu ça quelque part. Tu me diras si c'est vrai. Et globalement, qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, moi, j'ai quand même eu des bases financières. J'ai quand même eu des bases de comptabilité qui m'ont permis de comprendre l'entreprise d'un point de vue un petit peu plus mathématique avant de rentrer dedans. Ça m'a aidé, faut pas le dire. Après, EDEC ou autre école, j'aurais eu cette base dans une faculté aussi, pour être très franc. L'EDEC... Ou tu aurais lu un livre sur la comptabilité, ça aurait été un peu chiant, mais tu peux aussi les avoir autre part. C'est ça, tu peux les avoir autre part. Après, c'est vrai que tu es quand même dans un environnement avec des bons professeurs, des bons trucs, donc ça aide. Mais globalement, je pense pas que ce soit le prestige des cours qui fait que l'EDEC ait cette renommée. C'est le réseau, c'est un environnement. J'avais des amis qui avaient la tête bien faite. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas la même religion que moi, pas les mêmes idées, pas la même façon de faire, pas la même éducation, et qui pourtant, avec leur méthode à eux, ont réussi à avancer dans la vie, à se développer, à avoir des idées, à avoir un jugement, une opinion, une position. Et là, soit tu arrives en mode... tu te construis en opposition et tu dis non, c'est ce que je sais moi qui est vrai. Soit tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de vérité, tout le monde a son chemin, tout le monde a sa réponse, et il n'y a pas de bonne façon de manger, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de bonne façon de penser, il y a des façons de faire, des façons de manger, des façons de penser. Et là, tu acceptes un peu de déconstruire ce que tu sais pour te construire sur les autres, et là, tu te rends compte que mais rien n'est plus intéressant que de voyager, que d'ouvrir ta tête et de te rendre compte que ça ne marche pas partout pareil. Il y a des choses identiques, mais pas tout fonctionne de la même façon. Et là, ça te permet d'anticiper plus globalement la vie en général, et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc je dirais pas que c'est le fait d'être allé à l'EDEC qui m'a aidé, j'aurais pu aller dans une autre grande école de commerce ou non, ça m'aurait fait grandir, mais le fait d'être confronté à des gens, déjà dans une école prestigieuse, donc des gens où par définition tout le monde s'est battu pour essayer d'être là, ou alors, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que même si les parents ont les moyens de payer l'école, il faut avoir un certain niveau. Les plus idiots que j'ai croisés, c'était pas les derniers de la classe. Donc rien que ça, déjà, ça aide un petit peu. Et puis mine de rien, t'en as qui sont pas bons en cours, mais qui sont rentrés parce qu'ils ont fait tel et tel projet à côté. Parce que bon, lui, il est pas très très bon sur le papier, mais écoute-le dans un amphithéâtre t'expliquer pourquoi il va en cours le matin, et t'es là, tu fais waouh, c'est ça que je dois faire dans la vie. Et tu rencontres plein de gens qui sont bons dans leur domaine. Tu te souviens le moyen plus? Eh bien, j'ai vu plein de gens performer dans un domaine où être vraiment globalement bon partout. Et tu rentres dans un espèce de jeu social où Enfin, moi, je quittais la Corse, j'avais beaucoup d'expérience sur Internet parce que je bidouillais, mais arriver dans un endroit où on a 10 religions différentes, tout le monde ne pense pas les mêmes choses, dans la même religion, il y a différentes façons de la pratiquer, lui, il pense pas du tout comme lui, politiquement, il est très axé, lui, pas du tout, il s'en fout, ce qu'il aime, c'est la nature. Tu sais, tu rentres dans un truc où tu te rends compte que
les gens avaient plus de personnalité. Ils s'étaient construits, que ce soit via leur famille ou que ce soit personnellement. Il n'y avait pas trop de gens que tu vas qualifier de normal. Tout le monde a son petit truc, en fait. Beaucoup plus que dans les autres écoles que j'avais fréquentées, où tu arrives, c'est très généraliste, tout le monde est là, quoi qu'il arrive. Là, tu avais vraiment des personnages atypiques. Et c'est ça qui m'a ouvert la tête et qui m'a dit, mais moi aussi, je suis atypique, moi aussi, j'ai mon truc, et je vais m'enfoncer dans ce que j'aime, dans ce que je sais faire, et dans mon moi, quoi, en fait. Et c'est ça qui, je pense, m'a fait sortir un petit peu dans mon domaine. Et comme par hasard, mon domaine a pris de la valeur à ce moment-là et je me suis épanoui. Et il y a malgré tout toujours cette opportunité qui a croisé cette volonté de travailler et de réussir jusqu'à ce que ça devienne concret, quoi. T'en dis beaucoup plus de bien que moi, en tout cas. C'est intéressant d'avoir une perspective annexe. Hein. Alors oui, mais je vois tout le mal que tu pourrais en dire et je suis totalement d'accord. Si je peux prévalider tout ça, mais encore une fois... J'ai pas envie de chercher ce qui va pas et de m'enfoncer dedans. C'est toujours pareil. À la base, l'humain, il est là. On va trouver ce qui va pas, on va s'en plaindre, on va trouver les fautifs. Et j'ai toujours fait ça toute ma vie. Et je me suis rendu compte que malheureusement, même si c'est vrai, ben c'est pas comme ça que j'avance le mieux. Au lieu de trouver celui qui est pas bon, le montrer du doigt et l'éviter, trouve plutôt la bonne chose, celui qui est excellent, et travaille avec lui. Les autres, tu t'en fous, on n'a pas le temps. Il y a tellement de bruit, tellement de choses malsaines, tellement de choses qui vont pas. Et surtout en école de commerce pour enfants fortunés. D'accord, hein, on va aller très simplement là-dedans. J'ai vu des choses. Pourquoi tu es là? Tu parles 5 minutes avec la personne, tu comprends pourquoi elle est dans cette école. Tu comprends ce qu'elle fait là. Elle n'a pas mérité, elle travaille pas, elle en profite pas comme elle devrait. Et à côté de ça, tu vois une personne qui est là en mode j'ai une chance, je vais y arriver, ça va passer. Et tu dis mais toi, tu penses pas comme les autres. Toi, tu es différent, t'es bizarre et ça me plaît, c'est toi que je vais fréquenter. Et j'ai toujours cherché à fréquenter, à traîner avec des gens qui ont des choses à m'apprendre, qui peuvent me faire grandir en quelque chose. Comme si la plus grande valeur qu'ils pouvaient me transmettre, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête en fait. Et je me suis concentré là-dessus et j'ai très vite évité toutes ces choses qui, dans un premier temps, m'ont plu évidemment et qui très rapidement m'ont fait comprendre que c'est pas ça qui allait m'aider dans la vie en général, quoi. Un gars de 17 ans qui termine le lycée, tu lui conseilles de s'orienter vers l'école de commerce s'il veut devenir entrepreneur ou c'est pas la peine? C'est pas la peine, mais je pourrais lui conseiller de le faire. Ça va dépendre encore une fois de sa mentalité à lui. En réalité, ça va dépendre de lui. Quoi qu'il fasse, quel que soit son environnement, qu'il reste chez lui à lire des bouquins ou qu'il aille dans une école de commerce avec les bons et les mauvais côtés que tu connais aussi bien. C'est vraiment son comportement qui va faire toute la différence. J'aurais très bien pu faire n'importe quoi en école de commerce, attendre mon diplôme, finir cadre, et puis voilà, très bien. Mais non, c'est pas ce qui m'a plu. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté les decks étaient contre, mes parents étaient contre, et mathématiquement, au moment où j'ai pris la décision d'arrêter pour mon entreprise, c'était une mauvaise idée. Vraiment. T'as arrêté avant le diplôme? 2 ans avant le diplôme. Et l'EDEC m'a dit, tu dois faire un minimum de chiffre d'affaires, partir 6 mois à l'international pour parler anglais. Ils pensaient que ça marcherait jamais, hein, surtout que j'avais un niveau d'anglais médiocre. Hein. J'étais réellement, sans mentir, il y a 3 ans, c'était nom, prénom, je viens d'ici, en anglais. Hein. Donc bon, j'ai travaillé comme un taré. Ouais, j'ai triché, hein, c'est très simple, je ne vais pas mentir. J'ai triché pour avoir une suffisamment bonne note à des concours en anglais, qui m'ont permis d'accéder à une école que l'un de mes collègues a choisi pour moi, parce que j'étais incapable de choisir une bonne école en Amérique. J'ai été à l'université de Dayton. Là, il a fallu que je me batte jour et nuit pour comprendre ce que disaient les gens. Au début, je fonctionnais avec des symboles, tu vois, dormir, manger, boire, je me faisais comprendre comme ça. Au bout d'1 mois et demi, je pouvais commencer à communiquer avec les gens avec qui je vivais, ce qui était bien d'ailleurs, hein, parce que ça devenait enfin, c'était assez solitaire comme situation. Et puis après, quand tu es dedans tous les jours, quand j'ai quitté, j'ai toujours pas un niveau extraordinaire d'anglais, mais je peux négocier, je peux échanger et je comprends. Et ça, c'était nécessaire. Et la chance que j'ai eue, c'est que ma boîte a explosé pendant que j'étais aux US. J'avais déjà des collègues qui bossaient sur place. Et quand je suis revenu, j'avais explosé le chiffre d'affaires minimum requis. Je parlais anglais. Et puis j'ai dit salut, hein, je suis parti. Le chiffre d'affaires minimum requis, pourquoi? Pour avoir le diplôme? Ou juste pour partir? Pour que mon directeur me dise tu peux continuer les cours à distance. Ok. Et tu as été jusqu'à la fin des cours à distance? Cours que j'ai jamais fait d'ailleurs. Donc, non. Pas du tout. J'ai fait, je devais faire 40 heures, quoi, je crois, par mois, un truc comme ça, de cours à distance. J'ai fait 2 heures la première semaine et je me suis jamais reconnecté. C'était très, très moyen. Ainsi que moi et mes collègues qui avaient arrêté la même école pour me rejoindre. Hein. Eux, ils ont fait 4 heures. Ils n'étaient pas sûrs au début, mais quand on a vu comment ça marchait, on s'est dit, bon, là, on a vraiment pas que ça à faire. Quoi. Mais tu restes du coup en bon terme avec eux? Je reste en très bon terme avec
Ouais, ça va. Ok, on peut passer dessus. Je leur en ai un petit peu voulu parce que je suis pas un alumni, hein, j'ai pas eu mon diplôme et pourtant si on regarde leurs réseaux sociaux, je suis un grand alumni de l'EDHEC Business School partout, une fois par semaine il y a un article quelque part. Après je leur en veux pas, ils m'ont quand même soutenu. Ils ont pas cru à toi à l'époque, mais ils t'ont récupéré quand t'as marché. Alors le truc qui m'embête c'est que c'est comme une grande banque, quand t'es déçu de ta banque et que tu dis oh là là c'est vraiment une banque de... Enfin bref, tu me passes l'expression. En réalité, non. L'interlocuteur que tu as est pas bon, c'est tout. Tu peux pas juger toute une banque au bonhomme et à ton banquier à toi. Ben, c'est pareil pour l'école de commerce. Il y a des gens qui m'ont vraiment déçu, qui m'ont pas aidé, qui m'ont envoyé chier en mode non, t'as quitté tes cours, va-t'en, alors que j'ai payé les 4 ans quand même. Et t'as le directeur que j'avais qui m'a dit, enfin, monsieur Meffredi, qui me disait, Owen, je pense vraiment que c'est une mauvaise idée. Et à l'époque où il me disait ça, et je m'en rends compte aujourd'hui, il avait raison. Je voulais arrêter, j'avais fait une prévente, j'étais sûr que j'allais changer le monde, je devais partir aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment une mauvaise idée. Et d'un autre côté, il m'a dit, par contre, si t'en arrives là, ça peut marcher. Et la deuxième fois où je lui ai parlé, qu'on avait fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qu'il a vu mon discours, la vision que j'avais sur mon business, il m'a dit, OK, là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire et faut qu'on en parle à tes parents, mais là, il y a peut-être un truc que tu dois saisir parce que c'est une chance que tu n'auras peut-être pas 2 fois dans ta vie. Et c'est quand même le bonhomme de l'école qui m'a dit ça. Alors oui, ils parlent de moi comme un alumni, oui, ils écrivent des petits bouts de papier, mais en attendant, c'est quand même le bonhomme intelligent de mon école de commerce qui m'a regardé en mode, écoute, gamin, tu tiens peut-être quelque chose. Donc, tu vois, il y a un côté où j'ai envie de leur dire, ouais, ils se foutent de ma gueule, ils font sur mon image, et il y a un autre côté en mode, c'est ce bonhomme-là qui m'a fait rentrer chez moi en mode, je peux le faire. Je suis sûr que je peux y arriver. Donc, je peux pas leur en vouloir. Et l'EDHEC m'a quand même bien construit. L'EDHEC devait juste me protéger et pas me laisser partir. Après, le truc qui est cool, c'est que j'ai pas eu l'EDHEC, mais je vais donner des cours là-haut. C'est-à-dire que l'EDHEC m'a signé en tant qu'intervenant. À cause du Covid, c'était pas en présentiel, ça devait être à distance, puis en anglais, puis j'ai préféré pas le faire parce que je vais bosser 2 mois pour faire 2 heures de cours moyens en anglais, alors que pour partager ma passion, faut que j'ai ma langue native en fait, faut que je puisse m'exprimer en français et partager cette flamme que j'ai pour la blockchain. Du coup, je le ferai pas cette année, je referai des cours l'année prochaine, mais ils m'ont quand même proposé, tu peux pas être élève, mais on va l'écrire l'EDHEC sur ton CV. Ils m'ont laissé les portes ouvertes, donc je peux pas leur en vouloir. Ils ont fait ça bien quand même. Ouais, c'est bien. C'est bien. Écoute, c'est bien parce que j'aime bien poser cette question parce qu'on me la pose souvent. Je sais que ça intéresse les gens. Moi, personnellement, si tu veux, j'ai un peu fait la croix dessus, mais c'est vrai que ma position, du coup, est peut-être un petit peu monochromatique là-dessus. En gros, je dis aux gens, il va pas, ça sert à rien. J'ai perdu du temps. Qui est probablement extrêmement spécifique par rapport à ma propre expérience et par rapport à moi, ce qu'il a fallu que je fasse pour arriver là où je suis, tu vois. Et du coup, c'est un échantillon, tu vois. Mais c'est ça qui est dur, parce qu'on te demande toujours qu'est-ce que toi tu en penses. La question, c'est ton conseil de ne pas y aller sur 1000 personnes. Ouais, exactement. Bah, t'es qu'une personne. La variance, elle est où? Le résultat final. C'est ça qui est dur à évaluer quand on est dans notre position et qu'on doit répondre. C'est ça, t'es qu'une... t'as tout... merci, tu viens de résumer la vie. Le truc, c'est que t'es qu'une personne, donc t'as un échantillon tout petit, et en plus, tu sais que le mec qui est dans ton échantillon, c'est un mec super chelou. Donc son expérience, tu vois ce que je veux dire, mon expérience, elle n'est pas du tout généralisable, et donc du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que la question est intéressante, pour pouvoir nuancer un peu le truc, et pour pouvoir aussi comprendre. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce discours que le réseau, les rencontres, c'était des points positifs. Quoi qu'il arrive, la plupart des gens ont ce discours sur ce point positif. Et par contre, je pense que là où les gens, vus de l'extérieur, les gens qui n'ont jamais été en école de commerce ou qui veulent y envoyer leurs enfants, ils imaginent que c'est les cours. Ouais, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tous mes contacts, mon réseau proche et mes amis, ce sont principalement des gens que j'ai rencontrés dans l'école de commerce durant la vie associative. Il y avait différentes associations, des sur la voile, des sur le vin, et on me dit, Owen, il y a une association, elle paye les membres. C'est la junior entreprise. C'est la junior entreprise, EDHEC Junior Consulting, et j'ai les rejoints en tant que commercial. Puis en plus, on me dit un truc genre, il y a 500 postulants à l'école, il va y avoir 200 postulants à EJC, et il y aura que 20 prix. Pardon. En plus, ils sélectionnent les élites. Et là, je dormais déjà plus parce que c'était un challenge. C'est comme me dire, monte à cet arbre, personne ne peut y arriver. J'avais envie d'essayer, tu vois. Et c'est là-dedans, et c'est dans cette junior entreprise que là, j'ai rencontré des gens comme moi qui avaient envie de montrer qu'ils sortaient du lot et qui étaient prêts à passer des sales nuits pour le prouver. Et là, je peux le dire, vraiment, hein, si je te fais la liste de mes 5-6 bons amis aujourd'hui, il y en a 4 qui sortent de cette association. L'un de mes associés qui a rejoint mon entreprise, qui en a fondé une deuxième entreprise qui est également sous cette coupole dont je t'ai parlé, eh bien, c'est un collègue qui s'appelle Julien, qui était à l'EDHEC Junior Consulting et que j'ai rencontré, oui, grâce à l'EDHEC, mais grâce à notre décision de rentrer dans la junior entreprise de l'école. Donc ça, c'est certain que le réseau aide, mais en réalité,
Le réseau, c'est à toi de le faire. Et tu peux le faire aussi bien chez toi, même si ça aide d'aller dans une école où plein de gens sont prédisposés à avoir les mêmes besoins, les mêmes recherches et le même environnement que toi. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas l'école qui va te construire. Ça peut t'aider d'aller à l'école, mais c'est toi qui devras faire le travail. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Sur ce, pour terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Factfulness, sans hésiter. De Hans Rosling, quelque chose comme ça? Rosling? Exactement, Hans Rosling, c'est incroyable. C'est le livre qui m'a fait le plus grandir. Il m'a donné 2 ans de maturité, je l'ai avalé d'un coup comme ça. Qui est censé être un des livres préférés de Bill Gates d'ailleurs. C'est ça, c'est Bill Gates qui l'a mis en avant, qui l'a poussé. C'est un médecin suédois, il me semble, qui a fait une vraie et simple recherche sur la factualité, la vérité entre ce qu'on pense et ce qui se passe vraiment. Eh bien, quand il a posé la question à Davos devant 30 des plus grandes personnalités de la planète, des présidents, des stars, des génies, des médecins, et qui leur a demandé la faim dans le monde dans les 20 dernières années, est-ce qu'elle est restée stable? Est-ce qu'elle a diminué de 50%, de 25%, ou est-ce qu'elle a augmenté de 25% et de 50%? Ben, tu as 90% des gens dans la salle qui disent qu'elle a augmenté un petit peu ou augmenté beaucoup, alors que dans les 20 dernières années, la faim dans le monde, elle a été divisée par 2. La différence énorme entre la vérité et ce que les gens pensent. Et il dit, c'est drôle, parce qu'un singe qui avait une chance sur 4 de répondre, il aurait eu plus de bonnes réponses que vous, les 30 personnes qui sont censées être au sommet de la planète. Donc, l'angle du livre, c'est principalement l'idée de tous les trucs où tu penses vaguement en regardant les médias, parce que les médias te parlent que les trucs qui vont mal sont faux, et il va te chercher plein de données sur la faim dans le monde, la pauvreté, la violence, les guerres, les maladies, pour t'expliquer que tout ça va beaucoup mieux que ce que tu peux imaginer intuitivement sur les médias. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que le monde va mal, mais il va quand même un peu mieux. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas dire que c'est bien aujourd'hui, et puis il y a des domaines dans lesquels ça va mal, et c'est de pire en pire. Attention, hein, le climat, tout ça, il n'est pas en train de dire que le monde va bien. Mais il est en train de dire, ça sert à rien de toujours dire que ça va mal. Il faut se concentrer sur ce qui va mieux, il faut comprendre pourquoi ça va mieux, comment on peut l'amplifier. Quand ça va mal, il faut regarder, est-ce que ça va mal mais c'est ponctuel, ou est-ce que ça va mal et c'est de pire en pire? Parce que c'est jamais grave que ça soit bien ou que ce soit mauvais. Ce qui est grave, c'est quand c'est de plus en plus mauvais. C'est là qu'on doit observer ça. Tout comme le climat. Il explique le climat, c'est bien qu'on en parle de plus en plus et que ça touche de plus en plus de monde parce que ça continue à être de pire en pire. Donc il faut qu'on réagisse. Mais il y a des domaines, genre la faim dans le monde. Enfin, après, ce qu'il dit aussi, c'est la preuve. Hein, il explique à un moment, il dit l'article qui est sorti dans la presse en disant qu'il y avait 2 fois moins d'êtres humains qui crevaient de faim sur la planète. En France, il a fait moins de clics qu'un article qui parlait d'un balcon qui s'était effondré dans la ville de Douai. Il est très très dur pour les médias aussi, même sans accuser les médias, très très dur pour eux de faire leur beurre si on clique 10 fois moins sur ce genre de choses que oh là là, il y a eu un mort ou un mec qui s'est cassé une jambe parce qu'il y a un bout de bois qui est tombé. Et donc il fait vraiment relativiser et il dit aux gens basez-vous sur la factualité, pas ce qu'on vous dit, encore moins ce que vous entendez, mais ce que vous avez compris après avoir fait vos recherches. Et vous vous rendrez compte que y a une différence. Et il donne une dizaine de méthodes pour ne plus tomber dans le panneau. Éviter les biais cognitifs, éviter les effets de cascade d'engagement, éviter les effets d'accélération, l'effet de c'est de pire en pire, ou le bruit des médias. Il donne tout plein de méthodes qui fonctionnent dans la vie en général pour non pas arrêter d'écouter tout ce qu'il y a autour de nous, mais en gros le filtre qu'il faut se mettre pour être capable de vraiment comprendre et de vraiment paniquer quand il faut paniquer, pas quand on nous dit de paniquer. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est Factfulness, on mettra le lien dans la description de l'épisode. La deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir le mec que tu étais quand tu es rentré à l'EDEC, quel conseil est-ce que ce mec-là, il avait besoin d'entendre? C'est terrible, je vais dire un truc qu'il ne faut vraiment pas dire, vraiment. Hein. Créer de la dette, endette-toi méchamment, utilise-la intelligemment, mais moi j'ai trop voulu faire avec mes propres moyens, donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu de la croissance, parce que j'ai voulu monter les marches une à une et attendre que la marche soit suffisamment solide pour passer à l'autre. Et malheureusement, dans le monde artificiel de la finance qui a été créé aujourd'hui, tu vas beaucoup plus vite quand tu te crées des marches et que sans savoir vraiment si elle est solide, tu vas l'emprunter. Tu prends du risque de temps en temps, mais globalement, j'aurais été 10 fois plus vite et j'aurais fait 5 fois plus d'erreurs. Le ratio était quand même bon. J'aurais quand même été plus vite. Après, la réalité, c'est que si j'ai un bouton aujourd'hui pour améliorer quelque chose, franchement, j'appuie pas dessus. J'ai rien envie de modifier. J'ai travaillé, j'y ai cru, ça a marché. C'était dur, mais ça a fonctionné parce que j'y ai mis du cœur. J'ai pas encore eu de malchance, j'ai pas encore eu
Enfin, à part achète du Bitcoin, gamin, mets tout dessus, encore plus que ce que tu penses, je peux rien me donner comme conseil. Parce que mine de rien, mon plus gros CV et la ligne dont je suis le plus fier, c'est les erreurs que j'ai faites. Parce que c'est ce qui m'a construit aujourd'hui et ce qui fait que je suis bon sur un marché financier, c'est parce que je crois avoir fait pas mal de boulettes qu'on peut faire. Donc, c'est cette expérience qui m'a construite et mes erreurs m'ont beaucoup construite. Donc, c'est un petit peu dur. Cette aversion à la dette, elle venait d'où? La dette bancaire. C'est le truc le plus biaisé dans le système. C'est lui qui doit compenser. C'est lui qui peut te donner de la dette. Clairement, et aujourd'hui, mon partenaire bancaire me le dit, hein, il faut créer de la dette, il faut que ce soit sain. Il ne faut pas créer de la dette pour créer de la dette. Faut toujours, c'est comme les gens qui lèvent de l'argent mais qui n'en ont pas besoin. Si tu lèves de l'argent avec ton entreprise, elle doit être utile, ton argent. Et c'est drôle parce qu'on compare souvent les deux plus gros business qu'on a, donc Just Mining et la boîte de mon frère, Vivoca. Et on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Vivoca fonctionne vraiment comme une start-up. Ils lèvent des fonds, ils trouvent des investisseurs, ils contractent de la dette bancaire, ils vont chercher des aides gouvernementales, ils développent un produit et ensuite ils essayent de grossir leur entreprise, créer de l'emploi, recruter des gens, hein, leur payer un salaire, vraiment créer, on va dire, de l'économie. Et à un point d'un certain temps, au bout de 3-4 ans, ce qui est dépassé depuis un moment pour mon frère, utiliser ce business qui s'est bien développé pour générer un produit qui génère du profit. Just Mining, ça a été l'inverse. On vend un produit qu'on a payé 1 000 €, qu'on a vendu 1 200, on a 200 € de bénéfice, on met ça de côté, et quand ces 200 € deviennent 2 000 €, on embauche quelqu'un pour essayer de faire 2 fois plus de machines. On a vraiment fait ça à l'inverse. Et Just Mining, moi, je regardais mon frère en mode, mais tu te rends compte, toute la dette que tu as, tous les emprunts, tous les investisseurs, alors que tu n'as pas encore gagné d'argent? Il fait, oui, mais je vais 3 fois plus vite que toi. Et il me fait, toi, c'est bien. Tout l'argent que tu as, tout ce que tu as gagné, c'était de la plus-value, c'est du bénéfice, mais tu es trop lent. Parce que tu avances sur tes propres besoins, alors que tu es dans un système, notamment la France, qui te ralentit tellement par les charges et par son environnement, que si tu ne profites pas de tous les leviers de croissance et d'aide que tu as, eh bien tu prends que les mauvais côtés et pas les bons. Le vrai bon business, c'est le business qui se fait financer, qui crée de la dette mais intelligemment, de la dette utile, qui va obtenir des subventions mais vraiment pour développer dans la technologie et pour faire avancer l'économie, mais qui va quand même générer des profits et prouver qu'il est capable de créer de la valeur et de payer ses propres employés, son équipe, etc. Le bon business, c'est celui qui était au milieu de nos deux méthodes en fait. Et donc tu t'es déplacé vers le milieu, vers ce que lui fait, vers plus de dettes sur ces projets-là? Ou pas encore? Alors, un petit peu plus de dettes, mais avec Just Mining, j'ai du mal parce que alors, sur plein d'entreprises, je l'ai fait, attention, hein, sur l'immobilier, c'est clairement la banque qui nous porte. Hein. Donc, sur la plupart des business qu'on a fait, on a toujours fait comme ça. Après, on est tous les deux un peu restés dans notre modèle. Alors, mon frère a continué son chemin, il a commencé à réaliser du bénéfice, ce qui est quand même le gros challenge pour la boîte qui a toujours contracté des aides, des emprunts, il a commencé à gagner de l'argent et il commence aujourd'hui à vivre du pain qu'il vend. Donc ça, c'est sain, parce qu'il y a quand même la plupart des startups qui se cassent la gueule à ce moment-là. Et avec Just Mining, j'ai un petit peu contracté de dette. On a fait un petit peu d'emprunt bancaire, mais ridicule, quoi, à hauteur de 5% de mon chiffre d'affaires annuel. Parce que, pour moi, c'est la preuve de. Dans la blockchain, c'est très important le proof of, ça a beaucoup de valeur, mais c'est vraiment la preuve que on vit sur nos bénéfices parce qu'on est capable de. Cette boîte, elle a été créée pour survivre si tout le système se casse la gueule. Cette boîte, je l'ai créée en me disant que la crypto-monnaie, c'était peut-être le nouveau système économique qui remplacerait celui qu'on connaît aujourd'hui. Je ne peux pas apporter ces valeurs et me baser à 100% sur de la subvention, des emprunts bancaires. C'est pas possible. Donc j'ai voulu quand même garder les valeurs de la crypto-monnaie dans cette boîte-là. J'utilise ma banque, qui est un super partenaire à moi, et vraiment je leur fais un clin d'œil parce que plus d'une fois, ils m'ont vu faire des erreurs de jeunes entrepreneurs et ils étaient derrière moi pour me porter. Alors que les banques, je les porte pas dans mon cœur, mais encore une fois, il y a des banques qui abusent et ça veut pas dire que le conseiller qu'on a, qui nous aide et qui porte notre dossier, c'est quelqu'un qui partage toutes les valeurs du monde bancaire. Il faut être capable de faire la part des choses. Et ouais, maintenant on commence à avoir des boîtes qui nous ressemblent bien en tout cas, ça c'est vrai. Troisième question, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Il y a cette petite phrase que je t'ai donnée, que j'aime bien citer, l'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Il y a même quelqu'un qui m'a cité sur un site internet et qui m'a référencé cette citation à mon nom. Avec un décor magnifique, une citation inspirationnelle. Ah mais attends, ma maman qui m'envoie sur Facebook, Owen, t'as une citation reconnue. Ouais, citationreconnue.com, tu vois l'idée quoi. C'est quelqu'un qui gère son blog et qui écrit des petites phrases, c'est pas du tout reconnu. Mais j'ai Schopenhauer qui disait toutes les révolutions passent par 3 phases. La première, on la tourne en ridicule.
C'est une blague, les femmes, le droit de vote, mais qu'est-ce que c'est? C'est une blague, là, vous êtes fous, quoi. C'est pour rester à la maison, une femme. La deuxième étape, c'est le moment où c'est dangereux. Attendez, mais vous vous rendez compte, si les femmes votent, le pouvoir, les femmes sont nombreuses, autant que nous. Et la troisième phase, c'est la phase où on est aujourd'hui. Mais évidemment qu'elles ont le droit de voter, mais comment on a pu être une fois dans une société et se dire intelligemment qu'elles n'avaient pas le droit? Toutes les révolutions passent par ces phases-là. Internet. Parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète sans fil. Non mais faut être complètement fou, c'est ridicule. La deuxième étape, c'est mais attendez, mais vous vous rendez compte si c'est vrai, si ça marche? Si moi j'envoie mes soldats au front, alors que l'armée d'en face, le colonel, il parle aux soldats qui sont en train de se battre, mais vous imaginez l'information et l'avance qu'ils ont sur nous? C'est dangereux. Deuxième phase. Et aujourd'hui, Internet, évident, on est en train de se parler, on se voit, hein. Bientôt on pourra se toucher. Enfin, c'est toutes les révolutions, quel que soit le domaine, passent par là. Et des fois, on se rend compte, quand on est dans la phase évidente, et le plus gros exemple, c'est quand même le droit de vote pour la femme, de se rendre compte, mais qu'est-ce qu'on était idiots, mais qu'est-ce qu'on était vraiment dans cette phase de ridicule. Et c'est encore le cas, malheureusement, dans certains pays de cette planète, parce que c'est des gens qui n'ont pas encore fait cette transition. Mais toutes les révolutions, et la blockchain aussi, je le pense, passeront par ces trois phrases, et c'est Schopenhauer qui disait, on passe du ridicule au dangereux, et un jour, tôt ou tard, on sera à l'évidence. Excellent. Sur ce, Owen, je te remercie d'être passé discuter avec nous. C'était très intéressant. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode et que vous ne m'avez toujours pas laissé une petite évaluation sur iTunes, 5 étoiles sur iTunes, ça fait plaisir, ça aide bien le podcast à se faire découvrir et à pouvoir intéresser des gens qui sont extrêmement occupés, comme les hashers, qui est très sollicité un peu de partout. Et effectivement, quand il vient sur la page du podcast et qu'il voit que le podcast a 4,9 de moyenne, qu'il a plus de 800 évaluations, forcément, il a envie de venir, il a envie d'intervenir. Donc, si vous voulez ce genre de personnes qui sont assez occupées, qui sont assez sélectifs, ça a du sens de laisser une petite évaluation. Ça prend que 2 minutes et ça aide bien. Plus largement, si vous avez envie de recevoir chaque lundi une newsletter où je fais 3 petites analyses marketing du même style que je fais dans les vidéos, mais en plus court, c'est une newsletter qui prend environ 5 minutes à lire. Ça s'appelle le Mix du lundi. C'est envoyé comme son nom l'indique chaque lundi. Et vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr/mix. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à la toute fin de ce fichier audio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.